L'histoire commence alors qu'un assassin se prépare pour une mission. Son nom est Ryota, et il est choqué de trouver un autre tueur à gages à proximité, mais ce qui est le plus frappant, c'est que c'est l'infâme assassin silencieux. Ryota maudit sa malchance, mais il refuse de laisser un gros bonnet lui prendre sa cible, et il se prépare à le combattre. Il ne se soucie pas de l'honneur, car ils savaient tous les deux dans quoi ils s'engageaient en entrant dans le business de l'extinction de vie pour de l'argent. Ryota lance son shuriken sur l'assassin silencieux, mais il est incrédule quand il rate sa cible, on ne sait comment. Le silencieux esquive l'attaque suivante, et les deux chargent l'un vers l'autre. Ils dégainent tous deux leurs lames et s'affrontent avec une force immense. Un combat à l'épée s'ensuit, mais l'assassin silencieux a une sorte d'outil qui lui permet de désarmer son adversaire. Dépourvu d'épée, Ryota se tourne rapidement vers ses shurikens à courte portée, mais le silencieux est capable de les esquiver, on ne sait comment. Ryota a encore un atout dans sa manche alors qu'il sort une autre arme, mais il est laissé sous le choc quand le silencieux disparaît sous ses yeux. Ryota est horrifié de voir que son adversaire est réapparu derrière lui, mais il n'a pas le temps de réfléchir alors qu'il réalise le danger dans lequel il se trouve. Ryota se bat désespérément pour sa vie, mais l'écart de compétences entre eux est absurde, et Ryota le réalise de plus en plus à chaque attaque. Ses attaques sont bloquées avec peu ou pas d'effort, et le silencieux finit par contre-attaquer. Il enfonce son poignard dans le bras de Ryota, et pendant que Ryota crie d'agonie, il lui brise la jambe. Ryota est sûr d'avoir porté plus d'attaques contre son adversaire, mais il est clair maintenant que cela n'a pas d'importance face à l'assassin silencieux. Ryota maudit sa malchance une dernière fois alors qu'il regarde sa propre épée tomber du ciel et mettre fin à ses jours. L'assassin silencieux entre ensuite dans la maison pour faire son travail, mais pour une raison quelconque, il hésite. Il lutte un moment, mais finit par pouvoir lever son épée pour mettre fin à la vie de sa cible. C'est alors que nous revenons en arrière, avant que notre protagoniste ne devienne l'assassin silencieux. Son nom est Akira, et il est dans une classe remplie d'autres étudiants. Les autres étudiants socialisent entre eux, discutant de leurs projets pour la journée, mais Akira est assis isolé, lisant un manga. Son camarade de classe Satu dit qu'il s'intéresse aussi au isekai comme celui qu'Akira lit, mais Akira s'empresse d'expliquer qu'il lit juste ce qui est gratuit. Les autres étudiants ne savent même pas qui est Akira, bien qu'il soit dans leur classe depuis toute l'année, mais un autre étudiant s'exclame qu'il n'est tout simplement pas du genre à marquer les esprits. Ce fait n'est pas une surprise pour Akira, qui est bien conscient de sa façon de passer inaperçu dans la plupart des situations. C'est alors qu'un téléphone curieux se brise et qu'une sorte de cercle magique apparaît au plafond, effrayant tout le monde. Un sort s'active, et les étudiants sont sous le choc en réalisant qu'ils ont été téléportés quelque part. Tout le monde est content d'être simplement en vie, et un homme arrive pour leur dire que le roi veut leur parler. Les étudiants n'ont toujours aucune idée de ce qui se passe, et ils se demandent si c'est une sorte de mise en scène. Ils demandent à savoir ce qui s'est passé, mais ils sont tous réduits au silence par le sorcier. Le roi remercie calmement les étudiants d'avoir répondu à son appel depuis leur royaume lointain et révèle que ce monde dans lequel ils se trouvent s'appelle Morrigan. Ils sont actuellement dans le royaume humain appelé Redi, la plus grande nation du continent humain. Les humains sont actuellement attaqués par les démons, et selon la prophétie, seul un héros d'un autre monde possède le pouvoir de vaincre le seigneur démon. Les étudiants sont complètement perdus, mais Akira a de vastes connaissances des histoires d'isekai. Elles sont remplies d'aventuriers, de héros et de compétences surpuissantes, alors Akira sourit alors qu'il ressent un frisson pour ce qui l'attend. Le sorcier déclare qu'il est temps d'identifier qui est le héros parmi eux, et il ne peut y en avoir qu'un. Les étudiants devront toucher une boule de cristal et dire le mot aux statues dans leur esprit afin de découvrir quelle est leur classe. Le premier étudiant s'avance avec empressement pour essayer, mais il est déçu de voir qu'il n'est pas un héros et n'est qu'un dresseur d'animaux. Malgré le titre peu glorieux, le sorcier explique que ses statistiques de départ dépassent de loin celles d'une personne moyenne dans ce monde, et il est sûr que ce gamin entrera dans la légende aux côtés du héros. Plusieurs autres étudiants essaient, et ils obtiennent des titres comme guérisseurs et désenchanteurs. Il reste encore beaucoup d'étudiants à passer, mais le sorcier explique que même avant de toucher la boule de cristal, les étudiants peuvent voir leurs statistiques simplement en disant statue dans leur tête. Satu découvre qu'il est un mage du vent, et Akira révèle qu'il est un assassin. Satu dit que cela lui convient parfaitement parce que beaucoup d'étudiants n'avaient même pas réalisé qu'Akira était dans leur classe. C'est alors qu'Akira remarque qu'il y a une énorme disparité entre ses statistiques et celles des autres étudiants. Il a des chiffres beaucoup plus élevés qu'eux et bien plus de capacités. C'est au tour de Satu, alors il touche la boule de cristal, et tout le monde est émerveillé car elle révèle qu'il est le héros. Cela n'est pas une surprise pour le sorcier, car Satu avait des statistiques exceptionnelles. Normalement, les gens n'ont qu'environ 500 points d'attaque même au niveau maximum, mais Satu en a presque le double. Les autres étudiants ne sont pas surpris non plus, car Satu a toujours été intelligent, athlétique et populaire. Après avoir vu les statistiques du héros, Akira est encore plus confus par la hauteur de ses propres statistiques, d'autant plus que personne d'autre n'est même proche. Akira ne peut s'empêcher de penser que quelque chose ne va pas, et il se demande s'il dit même la vérité au sujet du seigneur démon.
Akira ne connaît strictement rien de ce monde, donc révéler ses statistiques anormales maintenant pourrait s'avérer problématique. Heureusement, en tant qu'assassin, Akira a une capacité appelée dissimulation de présence, et il espère qu'elle peut le sortir de cette situation. Akira l'active et est content de voir qu'il a disparu de la vue de tous, et Satu ne peut même plus le voir. Le test de la boule de cristal se termine sans qu'Akira ait même besoin de le passer, alors il passe à l'étape suivante. On leur donnera tout l'équipement dont ils ont besoin, et des chambres ont été préparées pour qu'ils puissent dormir. Tout le monde se dirige vers ces chambres, mais Akira remarque une caméra dans le couloir, et il réalise qu'ils sont surveillés. On ne leur a pas dit cela, donc cela rend Akira plus certain qu'il cache quelque chose. Akira trouve une chambre que personne ne s'est même donné la peine de nettoyer, ce qui signifie qu'il ne s'en soucie pas, et il est peu probable que quelqu'un le trouve. Akira trouve des vêtements qu'un assassin porterait, et il se prépare à obtenir plus d'informations. Il se dirige à l'extérieur, où le paysage solidifie le fait qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Akira s'étonne lui-même de son propre athlétisme alors qu'il se rend au sommet du château, et il détermine qu'il doit avoir reçu le bonus stéréotypé d'invocation. C'est alors qu'il entend quelque chose et dissimule sa présence. Akira peut entendre le roi, qui qualifie les étudiants de gamins. On lui dit que les étudiants ne sont que des enfants d'un monde sans magie, et qu'ils ne poseront pas de problème. Le roi est content d'entendre cela et déclare qu'ils procéderont comme prévu. Son seul message, cependant, est que les étudiants ne doivent pas être autorisés à entrer dans les archives du château, car il ne veut pas qu'ils en apprennent trop. Après le départ de la princesse, nous voyons qu'Akira s'est discrètement placé derrière le roi, et ses soupçons ont été confirmés. Il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il sait qu'il prépare un mauvais coup. Réalisant seulement maintenant la mortalité silencieuse derrière ses nouvelles compétences, Akira comprend qu'il pourrait facilement mettre fin à la vie du roi. Il a pu marcher droit vers la personne la plus gardée de ce monde sans qu'une seule personne ne le remarque, et sa vie est maintenant entre les mains d'Akira. Akira ne le fait pas, cependant, et disparaît simplement. Le lendemain matin, tout le monde profite du petit déjeuner, mais Akira est toujours dissimulé. Il se demande s'il devrait annuler sa dissimulation et dire à tout le monde ce qu'il a vu, mais il n'est pas sûr qu'ils le croiront. C'est alors que Satu dit à tout le monde qu'ils devraient tous travailler ensemble. Ils ont reçu de grands pouvoirs après être venus dans ce monde, et ils pensent qu'ils devraient les utiliser pour aider les gens. Satu prévoit de vaincre le seigneur démon comme le roi l'a dit, et il veut que les autres l'aident. Tous les étudiants sont motivés par son discours, mais Akira le voit différemment. Ils supposent tous que le roi et la princesse sont leurs alliés, et ils sont même excités à l'idée de faire ce qu'on leur a demandé. Cela rend clair pour Akira qu'il sera difficile de les convaincre de la vérité. Plus tard, les étudiants sont présentés à Mitre, le commandant des chevaliers connu sous le nom de Dernier Bastion. Son bras droit, nommé Gilis, pense qu'il a l'air prétentieux, mais ils ont des questions plus importantes à discuter. Mitre révèle que les héros commenceront leur entraînement, et dans un mois, ils entreront dans un donjon pour tester leurs capacités. Akira, bien sûr, reste dans l'ombre et détermine qu'il devra obtenir plus d'informations sur ce donjon. Mitre s'éclipse un moment, et Akira est stupéfait quand il lui parle. Akira n'a jamais annulé une dissimulation de présence, alors il se demande si cela a une durée maximale qui vient de s'épuiser. Il est encore plus surpris, cependant, quand Mitre l'assure que sa dissimulation de présence est toujours active et révèle que ses yeux sont juste un peu spéciaux. Les yeux de Mitre sont mystiques, et ils sont capables de percevoir les différences de température. Akira n'a d'autre choix que de se battre pour dissimuler son identité, mais Mitre le calme en disant qu'il ne parlera pas de lui au roi ou à la princesse. Akira s'empresse de souligner que Mitre est de leur côté, mais Mitre explique que les choses sont compliquées entre eux. Mitre demande à Akira de ne pas le dire au roi, et Akira a le sentiment qu'il peut lui faire confiance. Akira révèle qu'il veut voir les archives parce qu'il ne sait rien de ce monde, encore moins de la magie ou des compétences. Mitre se demande à quel niveau se trouve la compétence dissimulation de présence d'Akira, et il est choqué d'apprendre qu'elle est déjà au niveau maximum. Cependant, la plupart des autres compétences d'Akira ne sont qu'au niveau 1, et il n'a aucune idée de comment les augmenter. Mitre propose de l'enseigner personnellement et explique qu'Akira ne trouvera pas ce qu'il cherche dans les archives. Akira est excité par l'offre et l'idée de devenir plus fort dans ce nouveau monde, mais il doit encore trouver le moyen de retourner dans son propre monde, car sa famille l'attend. Mitre comprend parfaitement l'importance de la famille, mais malheureusement, il ne sait pas comment Akira peut revenir. En fin de compte, Mitre souligne qu'Akira devra de toute façon devenir plus fort. Si sa vie prend fin avant qu'il ne rentre chez lui, alors ses efforts auront été gaspillés. Au moins, Mitre assure à Akira qu'il peut l'aider à devenir un excellent assassin. Akira n'aime pas accepter des faveurs gratuitement, alors Mitre dit qu'il peut le rembourser en lui racontant des histoires de son ancien monde. Akira accepte les termes, et les deux hommes se présentent formellement. Grâce à Mitre, Akira apprend qu'en plus des humains et des démons, ce monde a aussi des elfes et des peuples bêtes. Mitre lui fait suivre un entraînement qu'Akira trouve douteux,
mais Mitre l'assure que les pompes sur le bout des doigts avec des pierres sur le dos est la meilleure façon d'améliorer ses compétences. Éliminer des monstres est la seule façon de monter de niveau dans la classe d'une personne, mais les compétences peuvent être montées en niveau avec de l'entraînement. Un peu plus tard, Gillis informe Mitre que les étudiants progressent bien, mais sa charge de travail est importante. La plupart des responsabilités lui incombent parce que Mitre se concentre entièrement sur l'entraînement d'Akira, mais Mitre dit qu'il ne peut s'en empêcher parce que les histoires de l'ancien monde d'Akira sont si divertissantes. Akira est aussi très intéressant parce que sa compétence dissimulation de présence est au niveau maximum. Ce fait choque Gillis parce que seul le tout premier héros de l'histoire a été capable d'accomplir cet exploit. Akira arrive, alors Gillis s'excuse, et Akira révèle qu'il s'est faufilé dans les archives chaque nuit pour lire. Il a lui-même soif de connaissances, et il est tombé sur ce qu'il décrit comme un petit livre effrayant. Mitre connaît bien ce livre, car c'est lui qui l'a écrit. Il contient les plans d'un coup d'État, mais Mitre l'a déguisé en livre de recettes pour le cacher dans les archives. Mitre savait en fait qu'Akira le trouverait éventuellement, et il est content de pouvoir révéler plus de choses sur ce qui se passe. Il explique que le roi est brisé au-delà de toute réparation et est prêt à payer un prix horrible pour changer les règles du monde. On ne peut pas le laisser faire ce qu'il planifie, mais les chevaliers ont une dette envers la famille royale. D'après ce qu'il a lu, il a pu dire que Mitre cherche une fin pacifique au règne du roi, mais Akira pense qu'il serait plus facile s'il éliminait le roi lui-même. Akira n'a aucun lien avec ce monde, donc rien ne l'en empêche. Akira révèle qu'il en a eu l'occasion la première nuit où ils ont été invoqués, mais il n'a tout simplement pas pu le faire. Mitre dit qu'il a en fait le bon choix parce que le fardeau de mettre fin à la vie de quelqu'un est lourd à porter. Akira peut être un assassin, mais Mitre dit que cela ne signifie pas qu'il est obligé de prendre la vie de qui que ce soit. Mitre lui ordonne de ne pas verser de sang, surtout s'il a l'intention de retourner dans son ancien monde. Akira est d'accord, car sa mère et sa petite sœur seraient sûrement déçues s'il rentrait chez lui en tant que tueur. Mitre lui dit d'être un assassin qui respecte la vie afin qu'il puisse retourner vivant auprès de sa famille. Akira ne peut pas comprendre pourquoi Mitre veille autant sur lui, et Mitre révèle que c'est parce qu'il attend beaucoup de lui. Lors de l'invocation, Akira n'a pas simplement suivi les autres. Au lieu de cela, il a utilisé son cerveau et a décidé de la meilleure ligne de conduite. Seul quelqu'un qui a enduré beaucoup d'épreuves et les a toutes surmontées est capable de cela. Akira sait très bien ce qu'il veut dire, car il explique qu'il a vécu dans l'ombre toute sa vie et que personne ne l'a jamais remarqué. C'est la première fois que quelqu'un chante ses louanges, alors Akira ressent un peu de gratitude envers lui. Cela étant, Mitre voudrait qu'Akira l'aide avec son coup d'état avant de retourner dans son monde. Bien sûr, il dit qu'ils le garderont pacifique, et Akira accepte au moins d'y réfléchir. Un peu plus tard, nous voyons que le mois est écoulé, et il est temps pour les étudiants d'aller dans le labyrinthe. Alors qu'ils traversent la ville, les étudiants sont vénérés comme des héros. Akira est étonné par le nombre de personnes, et il ne peut pas croire qu'ils soient tous venus juste pour les voir aller au donjon local. Akira repère une fille au loin, et elle est stupéfaite quand Akira apparaît instantanément derrière elle. Il aimerait savoir pourquoi elle les regarde avec insistance, alors elle explique que tout le monde le traite, lui et ses amis, comme des héros. Le problème est que ces héros ignorent tout ce qui a été sacrifié pour les invoquer ici. Akira n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais la fille n'a pas envie d'expliquer. Au lieu de cela, elle dit qu'ils se reverront quand il découvrira la vérité par lui-même. Elle part, mais Akira est sûr que ce ne sera pas la dernière fois qu'ils se rencontreront. Dans le labyrinthe, nous voyons que les étudiants ont déjà subi de nombreuses rencontres avec des monstres. Un étudiant est terrifié quand il déclenche un autre piège, mais Akira est là pour éliminer la menace. Mitre décide que c'est le bon moment pour se retirer et dit que tout le monde a bien fait pour une première fois. Mitre utilise son épée divine pour ouvrir un chemin, et tous les étudiants se précipitent dehors. Malheureusement, ils sont accueillis par encore plus de monstres, mais Satou se souvient que la princesse lui a donné une bombe fumigène qui tiendrait les monstres à distance. Quand il la lance, Satou est content de voir que cela a fonctionné, mais quelque chose ne va pas. Au lieu de repousser les monstres, elle semble les avoir transformés en quelque chose de plus féroce. Gillis arrive, horrifié de voir un minotaure, car un de ceux-ci ne devrait pas être dans les étages supérieurs. Akira n'hésite pas un seul instant et passe à l'action, se frayant un chemin vers le dos du minotaure. Il enfonce sa lame dans la bête, mais tout le monde est choqué quand son poignard se brise. Akira est forcé de reculer, alors Satou propose de l'aider, mais il est clairement trop blessé. Ses bras sont cassés, alors Akira lui dit de ne pas se forcer, mais Satou rétorque que s'il ne protège pas la classe, alors qui le fera? Akira retourne au combat et rappelle à Satou qu'il est le héros choisi. Son pouvoir est pour sauver le monde, donc il doit être protégé aussi. Akira explique que tous les autres peuvent se débrouiller seuls, car c'est pour cela qu'ils ont suivi autant d'entraînement. Satou ne peut pas accepter son propre échec, et il commence à craquer. Akira pense à la façon dont Satou a toujours été responsable, mais la responsabilité qu'il porte maintenant est trop lourde pour une seule personne. Pourtant, le désespoir de Satou semble aller trop loin, alors Akira demande à la désenchanteuse de lancer son sort sur lui.
Son sort de dissipation retire quelque chose de l'esprit de Satu, et elle est stupéfaite de voir que Satu était maudit. Akira la laisse continuer à le dissiper, et il se précipite de retour au combat. Mitre est choqué quand Akira révèle qu'il va utiliser une certaine attaque sur laquelle ils ont travaillé, et Akira dit que c'est pour pouvoir survivre. Akira se rend à un certain endroit, et Mitre lui dit d'attendre son signal. Le chevalier utilise alors son attaque éclair pour infliger des dégâts massifs à la bête et la bloquer sur place. Nous voyons qu'Akira s'est rendu sur son dos, et il active sa magie d'ombre. La magie des ombres d'Akira transforme une ombre en une mare sombre et circulaire sous ses pieds. Akira peut manipuler l'ombre, la pliant à sa volonté, mais il n'a pas encore appris à la contrôler totalement. Il a du mal à l'utiliser contre la bête, alors Mitre décide qu'il devra se battre à nouveau lorsque la bête se libère de son étourdissement. Le Minotaure s'apprête à attaquer Mitre, mais celui-ci est stupéfait lorsqu'Akira parvient à commander à son ombre d'arrêter le monstre. Bien qu'il en soit encore aux prémices de l'apprentissage de cette capacité, Akira est déjà capable de créer plusieurs pics d'ombre qui transpercent le Minotaure. Mais ce n'est pas tout ce que sa magie de l'ombre peut faire, car Akira lui ordonne d'entraîner la bête vers le bas, et ses pics d'ombre commencent à tirer le Minotaure dans son ombre. Akira doit encore faire beaucoup d'efforts pour contrôler correctement cette magie, mais il parvient à se pousser plus loin et à plonger le corps du Minotaure dans son bassin de ténèbres. Il ne reste plus que sa tête au-dessus du sol, alors Akira aiguise le bord de sa mare d'ombre pour séparer la tête de la bête de son corps. Les autres regardent avec un peu de crainte dans les yeux alors que l'attaque terrifiante d'Akira vient de démembrer sauvagement le Minotaure. Akira est complètement épuisé après cet exploit incroyable, mais quelque chose ne va pas. Il perd le contrôle de l'ombre, forçant Gillis à crier à tout le monde de reculer. Akira craint le pire alors qu'il lutte pour reprendre le contrôle, mais Mitre est là pour le rassurer en lui rappelant gentiment de se calmer. Akira écoute les paroles de son mentor, retrouve sa concentration et parvient à reprendre le contrôle de son ombre. Il met fin au sortilège d'ombre, mais son utilisation le laisse à bout de souffle. Mitre reconnaît à quel point l'utilisation d'une capacité aussi terrifiante est éprouvante, mais Akira souligne fièrement qu'il a réussi à survivre. Le groupe revient au château sans aucune perte, et Mitre déclare que tout cela est grâce à Akira. Akira, quant à lui, attribue tout le mérite à son mentor, car c'est grâce à lui que son ombre n'est pas devenue incontrôlable. Ce n'était toutefois pas une grande surprise, car le sort avait failli devenir incontrôlable pendant l'entraînement. Mitre dit que cela reste un grand mystère, car il n'avait jamais entendu parler d'une compétence supplémentaire appelée magie de l'ombre avant de rencontrer Akira. Elle est manifestement très puissante, mais son efficacité et son contrôle laissent à désirer. Mitre pense qu'il devrait être plus prudent à l'avenir lorsqu'il l'utilise, et Akira est d'accord, car il doit encore s'entraîner pour la contrôler. Mitre donne ensuite à Akira un katana, une arme fabriquée par le tout premier héros lui-même. Bien sûr, Akira se demande pourquoi Mitre le lui donne plutôt qu'aux héros actuels, alors Mitre lui explique que le héros possède déjà l'épée sacrée. Mais surtout, Mitre ne veut pas que quelqu'un le sache, car il l'a volé dans le trésor du royaume. Akira est choqué d'apprendre cela, mais il remercie son mentor pour ce cadeau. La lame a été gravée par le premier héros, qu'il a baptisé « Dieu de la nuit ». Toutes ces discussions sur le premier héros rappellent à Akira que le héros actuel était en mauvais état dans le donjon. Mitre révèle que la malédiction qui l'afflige est vicieuse et refuse d'être dissipée. Cela ne semble pas non plus être un accident, et Mitre a une bonne idée de qui en est responsable. Cette nuit-là, nous voyons la princesse pratiquer une sorte de magie noire tout en déclarant que Satu serait un faux héros et une marionnette. Soudain, elle est prise au dépourvu lorsqu'Akira apparaît de nulle part pour détruire son cristal noir. Elle exige de savoir qui il est, mais Akira l'ignore et déclare que sa mission de libérer le héros de sa malédiction est enfin accomplie. La princesse le réprimande pour être entré dans la chambre d'une dame sans permission, mais Akira ne plaisante pas. Il pointe son épée vers sa gorge et lui fait remarquer qu'elle n'est pas une dame, mais plutôt une sorcière, et il exige de savoir pourquoi elle a jeté un sort au héros. La princesse explique que tout ce qu'elle fait, c'est pour le roi, alors Akira ne peut que se demander pourquoi elle obéit à ses ordres. Malheureusement, aucune de ces questions ne trouve de réponse, car la princesse ne cesse de répéter que tout ce qu'elle fait, c'est pour le roi. Cela ne le mène nulle part, alors Akira décide simplement de partir. Malheureusement, après son départ, nous voyons que la princesse a caché plusieurs autres cristaux noirs, chacun correspondant à un héros invoqué différent. Ailleurs, Akira fait son rapport à Mitre, confirmant qu'il avait raison au sujet de la princesse et du roi. Mitre est surpris d'apprendre qu'Akira s'est révélé à la princesse, alors Akira explique qu'il voulait obtenir des réponses de sa part, n'ayant rien obtenu, Mitre explique qu'elle n'est qu'une marionnette du roi. Mitre suggère à Akira de se reposer pour la nuit, mais le met en garde contre le fait de dormir dans le château. Akira ne comprend pas pourquoi, alors Mitre lui révèle sa prédiction effrayante, il pense que la princesse va maintenant maudire tous les autres étudiants. Bien sûr, elle ne pourra pas toucher Akira car elle ne sait rien de lui, mais cela rendra les choses encore plus dangereuses. La princesse ne pourra pas maudire Akira, alors elle essaiera probablement de le tuer à la place.
Le roi enverra ses soldats fouiller chaque recoin du château jusqu'à ce qu'ils trouvent la mystérieuse personne qui s'est opposée à la princesse. Akira se demande si Mitre va le réprimander pour s'être révélé, mais Mitre conclut que les mauvaises décisions font partie de la jeunesse. C'est aux adultes de compenser cela, c'est pourquoi Mitre dit qu'il est là pour veiller sur Akira. Akira aimerait que son monde compte plus d'adultes comme Mitre, alors Mitre plaisante en disant qu'Akira devrait l'emmener avec lui lorsqu'il retournera dans son monde. Il dit qu'il aimerait beaucoup voir tout ce dont Akira lui a parlé, mais Akira revient sur ses propos en plaisantant sur le fait que cela semble trop compliqué. Après avoir dormi dans la forêt, Akira se réveille en se demandant pourquoi il y a tant d'agitation à l'extérieur du château. Alors qu'il s'approche d'un groupe de gardes, Satu se demande où Akira était passé. Akira est simplement heureux de voir que la malédiction qui pesait sur Satu a été levée, alors il dit à Satu qu'il était juste en train de dormir. Akira se demande ce qui se passe, mais Satu a une terrible nouvelle à lui annoncer, qui concerne Mitre. Le cœur d'Akira se serre dès qu'il entend le nom de Mitre, et sans réfléchir, il se précipite pour voir ce qui s'est passé. Malheureusement, seul le désespoir l'attend, car il trouve le corps sans vie de Mitre gisant sur le sol. Akira est anéanti de voir son mentor et seul ami immobile devant lui, un poignard enfoncé profondément dans la poitrine. Akira n'en croit pas ses yeux et supplie quelqu'un de lui dire ce qui s'est passé, mais quelqu'un lui dit d'arrêter de faire semblant. Ils disent qu'ils ne le croient pas et soulignent que le poignard qui a mis fin à la vie de Mitre est celui d'Akira. Akira s'empresse de leur rappeler que son poignard s'est cassé lorsqu'il combattait le Minotaure, mais il reste méfiant. Personne ne fait vraiment confiance à Akira, car il lui reproche de toujours disparaître et de ne se montrer que pour les entraînements, personne ne sait jamais où il va ni ce qu'il fait, et il est même apparu de nulle part dans le donjon. Akira est le plus secret de tous les élèves, et les autres pensent qu'il est le principal suspect. Heureusement, Satu prend sa défense en arguant qu'ils ne peuvent pas accuser Akira sans aucune preuve. Malheureusement, le roi ne veut écouter personne et déclare qu'Akira a commis le grave péché d'avoir tué le commandant des chevaliers. La princesse semble clairement prendre un peu trop de plaisir à cette situation, ce qui fait comprendre à Akira qu'il vient d'être piégé. Mais avant qu'il ne puisse le capturer, Akira utilise présence dissimulée et s'enfuit. Le roi ordonne à ses hommes de le retrouver, mais nous voyons qu'Akira est toujours là. Il chuchote à l'oreille de Gilis, l'allié le plus proche de Mitre, et Gilis reconnaît sa voix. Gilis révèle que Mitre a en fait été éliminé par les assassins personnels du roi, appelés les chevaliers corbeaux, et qu'ils sont également à la recherche d'Akira. Mitre avait le pressentiment que quelque chose allait se passer, il a donc laissé des provisions pour Akira. Gilis lui dit d'aller chercher ses provisions et de fuir le royaume. Akira le remercie pour tout ce qu'il a fait, et Gilis lui souhaite de rester en sécurité. Réalisant l'immense danger dans lequel il se trouve, Akira n'a d'autre choix que de faire exactement ce que Mitre voulait, il prend ses provisions et part pour de bon. Cette nuit-là, le roi n'en revient pas qu'il ait été si facile de mettre fin à la vie de Mitre tout en faisant porter le chapeau à Akira. La princesse rapporte qu'elle a fini de jeter des sorts à tous les élèves, sauf aux héros. Il ne reste plus qu'à trouver une justification pour déclarer la guerre à l'Est, et le roi a besoin que les élèves soient des pions efficaces pour y parvenir. Il est convaincu qu'Akira ne tiendra pas longtemps seul dans la forêt, mais il décide tout de même d'envoyer les chevaliers corbeaux à sa poursuite, au cas où. Quant à Akira, nous voyons qu'il est entré dans un donjon et se souvient de ce que Mitre lui a dit. Mitre lui a expliqué que s'il se trouvait un jour en fuite, il n'y avait pas de meilleur endroit pour se cacher qu'un donjon. Malheureusement, l'accès à l'eau y est limité, et survivre dans un donjon nécessite donc une planification minutieuse. Mais ce n'est pas tout, les donjons sont également le meilleur endroit pour faire progresser son personnage. Plus Akira s'enfonce dans un donjon, plus les ennemis qu'il affronte sont puissants, et plus il peut devenir fort. Akira ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi tout le monde n'allait pas dans les donjons, alors Mitre lui expliqua également les dangers. Il révéla que la présence dissimulée d'Akira ne fonctionnerait pas sur les monstres dotés d'un odorat et d'une ouïe développée. Cependant, si Akira parvenait à améliorer ses compétences d'assassin, il serait capable de dissimuler son odeur, ses pas et même sa signature thermique. Akira tente de le faire dès maintenant, mais ce n'est pas si facile. Le donjon est traître et les monstres qu'il combat sont incroyablement puissants. Malgré tout cela, après plusieurs semaines passées dans le donjon, Akira parvient à atteindre le 69e étage où il rencontre encore plus de dangers. Il se souvient cependant de la dernière chose que Mitre lui a dite, il lui a dit que malgré tous les risques que présente le donjon, cela en vaut la peine. Lorsque le niveau de classe d'Akira atteindra 100, il débloquera une compétence spéciale qui l'aidera à survivre dans ce monde. Mitre a demandé à Akira de se rendre au labyrinthe de Canton afin qu'il puisse essayer d'éliminer les boss qui se trouvent tous les 10 étages. Une fois qu'Akira aura pénétré dans la salle du boss, il ne pourra plus en sortir tant qu'il n'aura pas vaincu le boss ou qu'il ne sera pas mort. Cependant, si Akira gagne, il verra ses capacités augmenter de manière incroyable. Après avoir vaincu les 6 derniers boss, Akira pénètre dans la salle du boss du 70e étage. Dès le début du combat,
Akira comprend immédiatement que cette bête est bien plus dangereuse que les autres, ses griffes pourraient facilement le mettre en pièces d'un seul coup, mais ce n'est pas tout, cette bête est aussi en partie un serpent, et son venin est extrêmement corrosif. Akira fait de son mieux pour esquiver les attaques incessantes, mais finalement, la bête l'attrape et lui brise les côtes. Même si Akira souffre d'une douleur atroce, il se rend compte que si sa vie s'arrête ici, il ne pourra pas rentrer chez lui, pire encore, il ne pourra pas venger son mentor. Mais la bête ne fait que commencer, et elle jette Akira comme s'il s'agissait d'un déchet. Akira a déjà décidé qu'il devra tout donner sans rien retenir. Il active sa magie de l'ombre, et une pluie de pics d'ombre transperce instantanément la bête. Alimenté par la colère, Akira ordonne à sa magie de mettre le monstre en pièces, et l'attaque devient encore plus brutale, déchirant la créature sans pitié. Akira est victorieux, mais il perd connaissance, et le sang acide du monstre continue de lui causer des dommages. À ce moment-là, alors qu'Akira reste inconscient, une voix révèle que sa magie de l'ombre a son propre esprit. Elle se rend compte que les blessures d'Akira ont dépassé les paramètres acceptables, alors elle prend automatiquement le contrôle de la magie de l'ombre pour passer en mode récupération. Akira n'a cependant pas assez de mana, alors la voix décide d'utiliser les réserves de mana cachées à l'intérieur de la magie de l'ombre elle-même. Le lendemain matin, Satu annonce à tout le monde qu'il veut partir immédiatement combattre le Seigneur Démon. Tout le monde lui fait rapidement remarquer qu'ils sont encore sous le choc après qu'Akira ait mis fin à la vie de Mitre et qu'ils ne sont pas prêts pour le combat. Les élèves sont tous très grossiers et dédaigneux, mais Satu soupçonne que c'est à cause de la malédiction de la princesse dont Gilis lui a parlé. Satu annonce qu'il devra y aller seul, mais quelques autres disent qu'ils l'accompagneront. Satu forme un groupe avec eux, mais il est surpris qu'ils aient été autorisés à partir si facilement. Bien sûr, c'est le roi qui voulait qu'ils vainquent le Seigneur Démon au départ, il est donc logique qu'il les laisse partir. Satu ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les membres de son groupe ont décidé de l'accompagner, et il lui révèle qu'ils ont réussi à se libérer de la malédiction. Yuki est une des enchantresses, elle est donc résistante aux malédictions, et dernièrement, elle a développé la capacité de sentir quand quelqu'un d'autre est maudit. Elle a aidé à libérer certains des autres, mais Azaina a également joué un rôle dans cette libération. Il ne se souvient pas très bien de ce qu'il a fait, car c'était presque comme s'il était contrôlé, tout ce dont Azaina se souvient, c'est d'avoir été dans une pièce où il a brisé de nombreux cristaux. C'est tout, car il a utilisé le katana pour le faire, mais il n'a aucune idée d'où il venait. Nous apprenons ensuite que c'était l'œuvre de Gilis. Il possède un pouvoir de manipulation plus puissant que n'importe quelle malédiction lorsqu'il s'agit de contrôler des individus. Après avoir détruit les cristaux, Gilis déclare qu'il a pu exécuter la dernière volonté de Mitre et souhaite bon voyage aux héros venus d'un autre monde. Quant à Azaina, il réfléchit à la manière dont il doit se rapprocher d'Akira dès que possible. Il regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt et se déteste de ne pas avoir pris la défense d'Akira lorsqu'il a été accusé. Un retour en arrière révèle qu'Azaina a en fait croisé Akira à l'extérieur de l'école. Akira travaillait, mais il ne voulait pas que quelqu'un le sache, en particulier sa petite sœur. Les deux garçons ont appris qu'ils avaient tous deux des petites sœurs dans la même classe, et ils ont été surpris de découvrir qu'elles étaient les meilleures amies. Les deux garçons n'ont jamais été très proches, mais Azaina comprenait Akira mieux que n'importe lequel de leurs camarades de classe. De retour avec Akira, celui-ci se réveille après s'être souvenu d'Azaina, et il espère que celui-ci va bien. Bien sûr, il espère la même chose pour sa mère et sa sœur, mais il se souvient rapidement qu'il y a des choses plus urgentes. Il est surpris de constater qu'il ne ressent aucune douleur et vérifie son écran d'état. Ses statistiques ont considérablement augmenté depuis qu'il est entré dans le donjon, mais le plus choquant est que ses points de vie sont presque au maximum, il était pourtant certain que ses côtes étaient cassées et que le poison se propageait rapidement. Son écran indique également que sa magie de l'ombre est désormais au niveau 5, alors qu'elle n'était qu'au niveau 3 avant d'entrer dans la salle du boss, cela signifie qu'elle a gagné 2 niveaux entiers rien qu'en l'utilisant une seule fois. De plus, elle lui semble plus facile à contrôler que la première fois qu'il l'a utilisée. Akira est certain qu'il se passe quelque chose d'étrange avec sa magie de l'ombre, mais tout ce qu'il peut faire pour l'instant, c'est continuer à avancer. Akira descend jusqu'au 75e étage où il rencontre un monstre visqueux. Ils ne sont pas très forts, il est donc étrange d'en voir un ici, mais Akira est choqué lorsqu'il découvre qu'il y a une fille à l'intérieur. C'est une elfe, et Akira dit qu'elle a le plus joli visage qu'il ait jamais vu. Akira décide d'attendre qu'elle reprenne conscience et, pendant ce temps, il se souvient qu'il voulait tester une étrange compétence qu'il possède. Elle s'appelle World Eyes, mais après l'avoir activée, il se rend vite compte que c'était une erreur, il a l'impression que sa tête va se fendre en deux, il doit donc immédiatement abandonner cette compétence. Elle est clairement trop dangereuse, Akira décide donc de ne plus l'utiliser pour le moment. À ce moment-là, la jeune elfe se réveille et Akira lui demande si elle va bien. La jeune fille répond qu'elle va bien, mais Akira a du mal à la croire et se demande pourquoi. Akira ne lui dit pas, mais pour une raison quelconque, il est capable de voir son écran d'état. Il suppose que cela a peut-être un rapport avec la capacité World Eye, mais il n'en est pas sûr. Ce dont il est sûr, cependant,
c'est que son écran d'état indique que ses PV sont tombés à peine 2% de son maximum. Akira remarque que cette fille possède également la compétence œil du monde et se demande si elle peut voir son écran d'état également. La fille l'appelle par son nom tout en lui demandant pourquoi il se trouve dans le donjon, mais ce n'est pas du tout poli. Akira lui répond tout de même qu'il est venu ici pour gagner des niveaux, mais il lui fait remarquer qu'elle devrait d'abord lui demander son nom, même si elle a vu son écran d'état. Malheureusement, elle ne se sent pas très bien et s'évanouit dans ses bras. Elle a une forte fièvre, alors Akira l'emmène près d'un point d'eau. Quand elle se réveille, Akira plaisante en disant qu'elle a été réveillée par le bruit de son estomac vide qui gargouillait. Il n'a que de l'eau à lui donner pour l'instant, mais il lui dit qu'elle ira bien, car il est préférable de s'hydrater quand on a de la fièvre. Akira lui dit qu'elle a besoin de se reposer, mais elle a trop faim pour dormir. La jeune fille s'appelle Amelia, et heureusement pour elle, le porridge qu'il était en train de préparer vient d'être prêt, alors elle le dévore. En la voyant manger comme une sauvage, Akira se rend compte qu'elle va bientôt se remettre, et son commentaire amène Amelia à se demander comment il en sait autant sur les soins aux malades. Akira explique que c'est simplement quelque chose qu'il a appris au fil du temps, car sa mère est en mauvaise santé. Amelia remarque les inscriptions qu'Akira a faites sur le mur, et celle-ci indique qu'il se trouve au 69e étage. Akira l'a pourtant trouvé au 75e étage, elle se demande donc pourquoi il est remonté, d'autant plus qu'il essaie de passer au niveau supérieur. Akira explique que c'était le point d'eau le plus proche et qu'Amelia avait désespérément besoin de s'hydrater. Cela signifie qu'Akira l'a porté jusqu'ici, mais Amelia veut juste savoir s'il est un pervers et s'il l'a touché à des endroits bizarres. Akira rejette immédiatement cette idée, précisant qu'il n'est pas un pervers, et lui dit simplement de se rendormir. Elle le fait, mais avant cela, elle lui dit qu'elle est en fait une princesse. Akira le sait déjà, car il l'a vu sur son écran de statut plus tôt. Elle dit à Akira que personne n'a jamais rien fait de tel pour elle, puis elle s'endort. Akira est content et décide de se reposer lui aussi. Akira ne peut dormir que parce qu'il a activé un sort de détection du danger et qu'il en a étendu la portée afin qu'il couvre également Amelia. Avant de s'endormir, Amelia sent le sort d'Akira sur elle et se dit qu'il est peut-être un type sympa après tout. Le lendemain, Akira atteint le 80e étage. Il tranche l'estomac d'un ogre géant, et Amelia utilise un sort de gravité pour en écraser un autre. Amelia va beaucoup mieux maintenant, alors Akira ne peut s'empêcher de lui demander pourquoi elle le suit toujours. Elle répond qu'elle ne le suit pas du tout et qu'elle se trouvait simplement dans la même direction que lui. Akira n'y croit pas, alors il lui explique qu'il ne la protégera pas. Amelia se sent insultée car, même si elle sait qu'Akira a une force surhumaine, elle révèle qu'elle est tout à fait capable de se débrouiller seule. Ils finissent par arriver à la salle du prochain boss, où un dragon féroce apparaît. Il n'hésite pas à attaquer, alors Akira utilise « présence dissimulée » pour se mettre à un meilleur endroit. Amelia utilise son puissant sort de gravité pour gagner du temps pour Akira, mais ce dragon est l'adversaire le plus redoutable qu'il ait jamais affronté. Le dragon le repousse, et Amelia dit à Akira que la bête doit suivre la trace de son mana. La meilleure façon de contrer cela est pour Akira de diffuser sa magie dans son environnement, mais Akira répond que c'est plus facile à dire qu'à faire. Sa suggestion lui donne cependant une idée. Akira réfléchit à la façon dont son mana se comporte lorsqu'il passe en mode furtif, et il se concentre très fort pour le contrôler d'une manière différente. Au lieu que le mana recouvre son corps pour le dissimuler, Akira l'utilise désormais comme une extension de lui-même. Cela fonctionne, car le dragon est distrait par le bras de mana d'Akira, ce qui lui permet de l'attaquer sous un angle différent. Akira porte le coup fatal et parvient encore à sauver Amelia de l'écrasement. Amelia n'arrive pas à comprendre ce qu'elle vient de voir chez Akira, alors elle lui demande ce qu'il a fait. Akira explique simplement qu'il n'est pas assez habile pour diffuser son mana comme elle le lui a suggéré, alors il a utilisé le mana autour de lui pour créer quelque chose de séparé de lui-même. Amelia est cependant stupéfaite, car le bras qu'il a envoyé semblait être complètement indépendant de son corps. Cela ne devrait même pas être possible, et la seule personne qui ait jamais fait quelque chose de similaire est le premier héros. À ce moment-là, les deux sont choqués lorsque le dragon commence à briller pour une raison mystérieuse. Amelia se rend compte qu'il a été considérablement affaibli, mais qu'il est toujours en vie. Il possède une compétence supplémentaire appelée « métamorphe », ce qui lui fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un vrai dragon. Il s'est simplement transformé en dragon, ce qui aurait dû être évident, car les vrais dragons sont beaucoup plus puissants. Quant à son nom, il s'appelle simplement Chat Noir. Amelia a obtenu toutes ces informations en utilisant son œil du monde, et elle se demande pourquoi Akira n'utilise pas le sien. Il révèle qu'il ne sait pas s'en servir correctement et suppose que son niveau n'est tout simplement pas assez élevé pour qu'il puisse le contrôler. Amelia explique que le vrai problème est qu'Akira le rejette, et qu'il pourra l'utiliser s'il cesse de le combattre. Ils sont toutefois interrompus lorsque le chat se réveille. Il est incrédule après avoir été vaincu par ces deux-là et révèle qu'il s'est transformé en dragon juste pour s'amuser. C'est la première fois qu'un humain vient à cet étage, et le chat se rend compte qu'il a pris la situation trop à la légère et qu'il s'est trop amusé. Akira est simplement choqué qu'il puisse parler, mais le chat refuse d'être sous-estimé.
Il ne veut pas être assimilé aux monstres inférieurs qui ne sont guidés que par leur instinct, et il révèle que le seigneur démon l'a créé comme un être doté d'une intelligence supérieure. Akira n'arrive pas à croire que ce chat se vante de son intelligence, mais le chat se moque de l'opinion d'un gamin qui n'a même pas encore vécu un siècle. Ce chat parle vraiment beaucoup, alors Akira lui rappelle la situation dans laquelle il se trouve. Le chat ne peut plus bouger du tout après leur combat, ce qui signifie qu'Akira peut en finir à tout moment. Le chat lui dit de faire ce qu'il veut, mais d'abord, il révèle qu'il a un message spécialement pour Akira. Bien sûr, cela semble assez étrange, alors Akira est choqué lorsque le chat explique que le message vient du seigneur démon. Le message dit que le seigneur démon attend Akira dans son château situé au cœur du continent démoniaque de Volcano. Akira ne comprend pas comment le seigneur démon peut connaître son existence, et il se demande comment le seigneur démon savait également qu'il se retrouverait dans ce donjon précis. Le chat ne peut même pas répondre à ces questions, car il explique que la volonté du seigneur démon dépasse largement sa compréhension. Le chat ayant rempli sa mission, il dit à Akira qu'il peut désormais mettre fin à ses jours. Akira refuse, mais le chat insiste pour qu'il le fasse. Les monstres et les démons sont les ennemis communs de toutes les autres races, il est donc logique qu'il veuille mettre fin à sa vie. Akira explique que cela n'a rien à voir avec lui et, plus important encore, qu'il ne trouve pas juste l'idée que tous les démons soient considérés comme des ennemis. Le roi imposait cette idée à tous les héros, mais quelque chose semble clocher dans tout cela. Amelia rappelle à Akira que la porte ne s'ouvrira pas tant que le boss du donjon n'aura pas été éliminé ou que la vie du challenger n'aura pas pris fin. Akira n'a pas oublié ce fait, alors le chat ne comprend toujours pas pourquoi il ne veut pas simplement mettre fin à sa vie. C'est alors le chat qui est choqué quand Akira dit qu'il ne l'éliminera pas parce qu'il aime simplement les chats. Il admire sa fourrure en bataille et souligne que, contrairement à tous les monstres sans cervelle, ils peuvent réellement lui parler. Le chat comprend qu'Akira se moque de lui, mais il lui fait remarquer qu'ils mourront tous les deux de faim dans cette pièce si aucune vie n'est prise. Akira est convaincu qu'il doit y avoir une faille dans la règle, et Amelia a une idée. S'il forme un pacte maître-serviteur en faisant du chat son familier, il ne sera plus considéré comme un boss. Le chat trouve que c'est une idée terrible, car le rituel nécessaire pour y parvenir exige un contrôle exceptionnel de la magie. Il est sûr qu'un novice comme Akira ne sera pas capable de le faire, mais Amelia lui fait remarquer qu'Akira vient de le faire plus tôt. Il a réussi à utiliser son mana d'une manière dont elle n'avait entendu parler que du premier héros. Le chat n'a même pas pu comprendre ce qui s'est passé auparavant, mais il est impressionné après avoir réalisé qu'Akira a réussi à le tromper avec son mana détaché. Amelia est certaine qu'Akira peut accomplir le rituel, mais la question reste de savoir s'il va réussir ou non. Bien sûr, Akira ne peut que se demander ce qui se passera s'il échoue, alors le chat lui révèle que si cela ne fonctionne pas, l'un d'eux perdra la vie. Dans le pire des cas, ils s'accompagneront mutuellement dans l'au-delà. Cela convient à Akira, mais Amelia ne comprend pas pourquoi il irait aussi loin. Akira explique que c'est simplement ainsi qu'il souhaite procéder, alors le chat le traite d'imbécile. Le chat s'en moque, alors il dit simplement à Akira de s'y mettre. Akira dit que l'attitude du chat le dérange depuis le début, car celui-ci semble se moquer de vivre ou de mourir. Le chat déclare que vivre plus longtemps ne lui apportera rien de bon, et c'est tout. Akira accepte cette réponse et demande quelles sont les étapes à suivre pour accomplir le rituel. Tout d'abord, Akira doit lui donner un nouveau nom. Après mûre réflexion, il le baptise Yoru. Le chat a un pelage magnifique, semblable au ciel nocturne, et il trouve que ce nom lui va à merveille. Le chat semble l'apprécier, mais refuse de changer d'attitude. Amelia explique alors que la prochaine étape consiste pour Akira à prendre la patte de Yoru et à y verser son mana. Elle ne pense pas que cela posera un problème à notre héros, mais elle le prévient qu'une fois qu'il aura commencé, il ne pourra plus faire marche arrière. S'il réussit, leurs âmes seront liées, mais s'il échoue, ils perdront la vie. Amelia est extrêmement inquiète, mais Akira lui assure qu'il survivra. Akira commence le rituel et aperçoit ce qui se trouve à l'intérieur de l'âme de Yoru. Tout est calme au début, mais cela se transforme rapidement en une vision terrifiante d'une ville en feu. Yoru est là, semant la terreur dans la ville et mettant fin à la vie des gens. Akira exige que Yoru s'arrête, mais Yoru se contente de l'attaquer. Akira est blessé et Yoru lui dit de dégainer son épée afin qu'il puisse mettre fin à sa vie. Yoru prévient Akira que si son âme meurt ici, son corps deviendra un cadavre vivant dans le monde extérieur. La seule façon pour lui de s'en sortir vivant est de tuer Yoru. Yoru fait alors preuve d'une puissance incroyable en attaquant Akira, et Amelia peut sentir la douleur qu'Akira ressent. Yoru est ravi quand Akira commence à riposter, et il lui rappelle qu'il doit l'éliminer s'il veut vivre. Yoru prépare ses griffes pour sa prochaine attaque, mais il est stupéfait quand Akira les utilise simplement pour se poignarder la poitrine. Yoru est sans voix, car il ne comprend pas ce qu'Akira essaie de faire. Tout ce qu'Akira a à faire, c'est de l'éliminer, mais Akira refuse une fois de plus. Akira ne prendra pas la vie de Yoru, et il voit bien que Yoru ne veut prendre aucune vie non plus. Yoru lui rappelle qu'il est un monstre, mais Akira souligne qu'aucune règle n'impose aux monstres de mettre fin à la vie d'autres races. Yoru répond que c'est simplement leur instinct, et que même avec l'intelligence,
leur instinct ne disparaît pas. Akira entend tout ce qu'il dit, mais il comprend qu'au fond de lui, Yoru en a assez. Akira lui dit de ne pas s'inquiéter, car à partir de maintenant, il veillera sur Yoru, et il n'aura plus jamais à faire ce qu'il a fait à la ville. Ces paroles touchent Yoru au plus profond de lui-même alors que le monde commence à disparaître. Les deux se retrouvent devant un soleil levant, et Yoru s'assoit joyeusement dans les bras d'Akira. Akira retourne dans le monde extérieur, où Amelia est soulagée de le voir encore en vie, mais Akira s'inquiète pour Yoru. En touchant le chat, il s'aperçoit qu'il a désormais une crête sur la main, qui correspond à celle sur la tête de Yoru. Amelia est ravie de voir que le rituel a réussi et que l'âme d'Akira est désormais liée à celle de Yoru. Yoru est beaucoup plus heureux maintenant, car il explique qu'il est devenu curieux et qu'il aimerait voir où Akira finira dans ce monde. Yoru est satisfait de son nouveau nom et reconnaît Akira comme son nouveau maître. Il promet de lui rester fidèle pour l'éternité et jure de lui consacrer sa vie. Amelia se présente, et Yoru lui témoigne également son respect, car elle est la compagne de son maître. Ainsi, le plan d'Amelia s'avère être un succès, car un cercle magique apparaît pour leur permettre de sortir. Le labyrinthe a reconnu que Yoru n'est plus un boss, et ils peuvent désormais partir. Amelia prend un moment pour admirer Akira, et Akira exprime son intérêt pour passer au niveau suivant. Malheureusement, Yoru ne peut toujours pas bouger après leur combat, ils devront donc attendre. Heureusement, le portail restera ouvert jusqu'à ce qu'ils l'utilisent, et aucun monstre n'entre dans la salle du boss de toute façon. Amelia décide qu'ils devraient discuter amicalement pendant qu'ils attendent, et Yoru est d'accord. C'est le moment idéal pour faire connaissance, et Akira est ravi de voir que sa nouvelle compagne se sent déjà à l'aise. De retour à l'extérieur, Satu et les autres héros arrivent dans un endroit appelé Yamato. Cet endroit est encore plus incroyable qu'ils ne l'imaginaient, car ils ont entendu dire qu'il avait été fondé par un héros venu d'un autre monde, tout comme eux. Les garçons admirent la beauté des filles lorsqu'elles enfilent leur kimono et dégustent des plats qui leur rappellent leur ancien monde. Après s'être laissés aller à la nostalgie, Satu annonce qu'il est temps d'évaluer leur situation. Ils sont fauchés, ils vont donc devoir trouver du travail rapidement. L'un d'entre eux suggère qu'ils deviennent aventuriers, car on lui a dit qu'il pourrait accepter des quêtes immédiatement après s'être inscrit à la guilde. Satu trouve que c'est une bonne idée, ils passent donc au point suivant. Ils ne savent pratiquement rien de ce monde, ils doivent donc parler aux gens et se procurer des livres pour apprendre. Ils veulent toujours trouver un moyen de rentrer chez eux, alors Satu leur révèle ce qu'ils pensent être la solution. Il n'en est pas certain, mais il pense que vaincre le Seigneur Démon est le moyen le plus rapide de rentrer chez eux. Les autres sont choqués par cette déclaration et demandent des explications. Satu leur rappelle que c'est le roi et la princesse qui les ont invoqués ici, c'est pourquoi ils pensent qu'ils savent comment les renvoyer chez eux. S'ils gagnent des mérites en battant le Seigneur Démon, il est sûr qu'ils pourront négocier avec le roi. Ils ne peuvent pas non plus quitter le château pour toujours, car le reste de leurs camarades de classe s'y trouvent toujours. Satu explique ensuite qu'une fois qu'ils auront de l'argent et plus d'informations, il veut qu'ils se rendent directement sur le continent des démons. Asaina s'y oppose cependant, affirmant qu'ils doivent d'abord retrouver Akira. S'ils restent à Yamato, il est sûr qu'Akira trouvera le moyen de les rejoindre. Il est très important de le retrouver, car l'intuition d'Asaina lui dit qu'Akira est bien plus fort que tous. Affronter le Seigneur Démon sans lui reviendrait à sacrifier leur vie. Certains membres du groupe sont d'accord avec lui, mais un élève s'y oppose, rappelant à tout le monde qu'Akira a mis fin à la vie de Mitre. Heureusement, les autres ont déjà rejeté cette théorie, estimant que leur perception était faussée par la malédiction qui pesait sur eux. Yuki fait remarquer qu'Akira est seul depuis un certain temps déjà, et se demande s'il voudra bien se joindre à eux. Satu est leur chef, ils se tournent donc vers lui pour connaître son opinion. Satu admet qu'Akira est probablement plus fort que tous, mais il pense qu'il serait difficile de se battre à ses côtés. C'est le genre de personne qui ne se souvient même pas de Satu, alors qu'ils sont dans la même classe depuis la maternelle. Cela choque tout le monde, et Asaina doit admettre qu'Akira n'est pas vraiment du genre coopératif. Il le sait mieux que quiconque, car c'est lui qui a le plus parlé avec Akira. Satu poursuit en soulignant que seule l'épée sacrée du héros peut vaincre le Seigneur Démon. Si c'est vrai, alors ils devront travailler ensemble en tant que groupe pour s'assurer que Satu puisse porter le coup final. Malheureusement, étant donné l'énorme écart de puissance entre eux et Akira, celui-ci ne les écouterait probablement pas, même s'ils essayaient de faire équipe. C'est pourquoi Satu pense qu'il devrait attendre d'être assez fort pour être à égalité avec Akira avant de faire équipe avec lui. Satu décide qu'ils resteront dans cette ville jusqu'à ce qu'Akira les trouve, mais seulement tant que les monstres des environs resteront à leur niveau. Si leur niveau dépasse celui des monstres, ils devront trouver un endroit où gagner encore plus de niveau. Tout le monde adore son idée, alors Satu déclare qu'il est temps de mettre le plan à exécution. Nous découvrons ensuite le passé d'Amelia, qui était pourchassée par d'autres elfes. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait cela, mais la fille qui la poursuivait se demandait seulement pourquoi Amelia était encore en vie. Amelia était complètement acculée, elle n'avait donc pas d'autre choix que de détruire la falaise sur laquelle elle se trouvait, ce qui la fit tomber dans un lac. Amelia explique qu'elle a été chassée de son pays et que, sur le rivage où elle a dérivé,
Elle a été avalée par une boue noire. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, elle se trouvait avec Akira. Akira ne peut s'empêcher de se sentir mal pour elle, mais les choses ne collent pas pour Yoru. Les slimes ne s'attaquent pas aux humains, et même s'il l'avait avalé, il est impossible qu'il l'ait laissé intact dans son estomac. Amelia n'a aucune explication à donner sur ce qui s'est passé, mais elle est extrêmement reconnaissante envers ce slim, car c'est grâce à lui qu'elle a pu rencontrer Akira. Akira pense qu'elle devrait rentrer chez elle pour régler les choses avec son pays, mais elle répond qu'elle n'a pas de maison où retourner. La fille qui l'a chassée était sa petite sœur, alors Akira pense vraiment qu'elle devrait au moins essayer d'arranger les choses. Malheureusement, c'est justement à cause de la dispute entre Amelia et sa sœur qu'elle ne peut pas rentrer. Akira reconnaît que les choses sont toujours plus difficiles quand il s'agit de la famille, mais il souligne également que les choses finissent toujours par s'arranger parce que c'est la famille. Il le sait parce qu'il a lui-même une petite sœur. Akira se souvient alors d'une fois où il avait offert à sa sœur le dernier iPhone parce que l'écran de son ancien téléphone était fissuré depuis longtemps. Elle était cependant bouleversée, car elle avait remarqué qu'Akira avait l'air très fatigué ces derniers temps. Il était évident qu'il se surmenait, et elle n'aimait pas qu'il se sacrifie juste pour lui acheter quelque chose. Sa mère malade n'aimait pas voir sa fille pleurer, mais elle insistait pour essayer de comprendre ce que ressentait Akira. La sœur d'Akira a finalement reconnu ses sentiments et accepté son cadeau, mais elle lui a dit de ne plus se surmener à l'avenir. Akira dit maintenant à Amelia que les familles se disputent parfois, mais qu'elles se réconcilient toujours. Yoru se souvient que la famille d'Akira se trouve dans un autre monde, et il se demande s'il souhaite y retourner. Akira confirme qu'il souhaite rentrer parce qu'il veut revoir sa famille. Cependant, avant cela, il a quelque chose à faire. Son attitude change complètement, il devient très sérieux et explique que dans son ancien monde, il ne se démarquait pratiquement pas. Personne ne le remarquait vraiment, et cela avait été ainsi toute sa vie, alors quand il a obtenu son pouvoir de présence caché dans ce monde, cela lui a semblé logique. Cependant, il y avait une personne qui avait réussi à le trouver malgré tout et qui avait appris à Akira comment survivre dans ce monde. Malheureusement, cette personne a été tuée par une vile ordure. La rage d'Akira le submerge, et son mana noir émerge de tout son corps. Il a pris conscience que si Mitre ne s'était jamais impliqué avec lui, il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. La colère vengeresse d'Akira sème la terreur chez les autres, et il déclare qu'il ne rentrera pas chez lui tant qu'il n'aura pas vengé Mitre. Akira se laisse rapidement envahir par cette haine, mais il revient à la réalité lorsqu'Amelia lui crie dessus. Yoru est également terrifié, il demande donc à son maître de réfréner ses intentions meurtrières. Akira s'excuse, et ses compagnons expliquent qu'ils ont entendu parler de Mitre. En effet, celui-ci était célèbre pour être le commandant des chevaliers d'une nation. À ce moment-là, Yoru est choqué quand Akira décide de détendre l'atmosphère en retirant son gant et en l'utilisant comme jouet pour chat. Yoru ne peut s'empêcher de vouloir jouer avec, ses instincts félins prenant le dessus. Akira explique qu'il jouait tout le temps ainsi avec les chats errants du quartier, mais Yoru lui fait remarquer qu'il n'est pas un chat errant. Amelia aimerait bien essayer elle aussi, et les deux prennent le temps d'admirer la douceur de la fourrure de Yoru. Akira ne plaisantait pas lorsqu'il disait aimer les chats, et Amelia explique qu'elle aussi en est fan. Yoru souhaite qu'ils prennent les choses plus au sérieux et rappelle à Akira que leurs âmes sont liées. Si l'un demeure, l'autre mourra aussi. Mais tout n'est pas si mal, car ils peuvent communiquer par télépathie, quelle que soit la distance qui les sépare. C'est encore mieux qu'un téléphone portable, et Amelia ne peut s'empêcher d'être jalouse. Elle admet être jalouse de la connexion entre Yoru et Akira, mais elle fait semblant de ne rien avoir dit après qu'Akira ne l'ait pas entendu. Peu après, Yoru est complètement guéri et le groupe est prêt à repartir. Yoru explique que même lui ne sait pas où mène la sortie et que seuls quelques démons possèdent encore aujourd'hui les connaissances nécessaires pour créer des cercles magiques. Comme il est si rare que seuls quelques démons puissent les créer, Akira décide qu'après avoir vengé Mitre, il se rendra en territoire démoniaque et les forcera à créer un cercle pour qu'ils puissent rentrer chez lui. Akira dit également qu'il s'arrêtera chez le Seigneur Démon afin de se porter garant pour Yoru. Amelia explique ensuite qu'elle a entendu dire qu'un cercle de téléportation bleu vous emmène à l'endroit que vous souhaitez. Si plusieurs personnes y entrent, le cercle choisira la volonté d'une seule personne, et toutes les personnes du groupe seront transférées à cet endroit. Akira fait remarquer que si cela est vrai, personne ne peut prédire où ils finiront. Amelia se moque de l'endroit où ils finiront, car elle déclare avec audace qu'elle ira bien tant qu'elle sera avec Akira. Akira est d'abord choqué, mais il ne comprend pas du tout ce qu'elle veut dire. Il pense qu'elle a dit tout cela parce qu'avec lui, elle n'aura jamais à se soucier de la nourriture. Avant d'entrer dans le cercle, Akira ne peut s'empêcher de se demander si cela le ramènerait chez lui, à sa vie paisible, s'il le souhaitait. Cette pensée lui traverse rapidement l'esprit, mais il la repousse immédiatement. Il doit d'abord se venger, donc ce souhait ne doit pas encore être exaucé. Après être entré dans le cercle, le groupe se retrouve devant l'arbre sacré. Amelia est stupéfaite, et Yoru annonce qu'ils se trouvent sur le continent forestier, le pays des elfes. Cela signifie qu'ils ont parcouru un long chemin, mais Akira ne pense pas que ce soit un mauvais endroit où finir. Amelia, en revanche, est mortifiée,
car elle n'était pas encore prête à revenir. À ce moment-là, Akira doit la sauver d'une flèche. Amelia crie alors à Akira alors qu'il utilise un kunai pour dévier une autre flèche et charge l'attaquant. Il apparaît immédiatement derrière l'elfe et l'avertit de rester immobile s'il ne veut pas perdre la tête. Akira le plaque au sol, où Amelia le reconnaît comme étant Liam. Liam explique qu'il est juste venu enquêter sur une lumière étrange et qu'il a été choqué de trouver Amelia, qu'il qualifie de traîtresse à la nation. Amelia est horrifiée lorsqu'il révèle cela, et Liam poursuit en disant qu'elle n'est plus une princesse. Il n'y a plus de place pour elle dans le royaume, alors il lui dit de s'enfuir comme la lâche qu'elle est. Il continue à l'insulter, mais Akira ne l'entend pas de cette oreille et assomme Liam. Akira explique qu'il déteste les gens qui racontent des choses qu'il n'a même pas demandées, et Amelia le remercie de l'avoir défendu. Malheureusement, Akira fait remarquer qu'il est arrivé trop tard, car ils sont déjà encerclés. Il y a des elfes partout, et la sœur d'Amelia apparaît de nulle part. Elle s'appelle Kilika et elle est déçue de voir qu'Amelia est revenue. Kilika est toujours furieuse qu'Amelia ait levé la main sur elle auparavant, alors elle déclare qu'Amelia va expier ses crimes cette fois-ci. Kilika déteste clairement sa sœur, et Akira se rend compte qu'il y a beaucoup plus de tension entre elles qu'il ne le pensait. Un regard sur le passé révèle un moment où Amelia regardait sa sœur entrer en combat, c'était un combat d'entraînement contre ses propres gardes, et Amelia ne pouvait s'empêcher d'admirer les incroyables talents de sa sœur. Amelia pensait que Kilika était bien plus impressionnante qu'elle, car Kilika s'améliorait chaque jour. Le garde d'Amelia lui rappela que même si Kilika était très impressionnante, c'était Amelia qui dirigerait un jour la nation elfique. Plus tard, Liam révéla qu'il ne voulait plus épouser Amelia. Comme il s'agissait d'un mariage arrangé, elle lui dit qu'il devrait en parler au roi. Kilika arriva et ne fit qu'empirer les choses en disant à Amelia qu'elle était ce qu'on appelait « l'enfant du fléau ». Finalement, Amelia fut accusée d'avoir commis un péché impardonnable, et personne ne l'écouta lorsqu'elle clama son innocence. Tout ce qui importait aux gardes, c'était de s'assurer que l'enfant de la peste ne monte jamais sur le trône, car celui-ci appartenait de droit à Kilika. De retour au présent, Amelia dit simplement à sa sœur qu'elle va partir, mais Kilika refuse de la laisser partir. Akira prend immédiatement sa défense en demandant à Kilika de modérer son agressivité, mais Kilika ne comprend pas pourquoi il prendrait la défense d'une criminelle. Akira se présente comme un assassin sympathique du quartier et explique qu'Amelia n'est qu'une personne qu'il a récemment rencontrée. Kilika ajoute la blessure infligée à Liam à la liste des crimes commis par Amelia, mais Akira en a assez d'écouter ses discours et exige de savoir pourquoi elle continue d'insulter Amelia. Kilika révèle qu'Amelia lui a donné du poison déguisé en potion de guérison. Personne n'a le droit de nuire à un membre de la famille royale, pas même un autre membre de la famille royale, donc Amelia doit être punie. Tous les gardes sont dégoûtés d'apprendre ce qu'Amelia a fait, mais Amelia insiste sur le fait qu'il s'agissait vraiment d'une potion de guérison. Personne ne la croit cependant, et Kilika remercie Akira d'avoir livré une fugitive. À ce moment-là, Kilika fait quelque chose avec ses yeux, et Amelia avertit Akira de ne pas les regarder. Mais il est trop tard, car Kilika déclare fièrement qu'elle a déjà utilisé son pouvoir d'hypnose, le cœur d'Akira lui appartient désormais, et il ne reste plus personne pour prendre le parti d'Amelia. Amelia fait preuve de courage pour la première fois en s'adressant avec colère à sa sœur. Elle lui demande de lever le sortilège d'hypnose et de s'excuser immédiatement auprès d'Akira. Amelia dit qu'il est mal de contrôler ses sentiments et que Kilika dépasse les bornes en lui enlevant cela. Kilika est choquée de la voir en colère pour la première fois et elle fait remarquer qu'Amelia ne s'est jamais emportée contre elle auparavant. À ce moment-là, les deux filles sont stupéfaites quand Akira leur dit de se calmer, car le sortilège d'abrutissement n'a même pas fonctionné sur lui. Cela n'est jamais arrivé à Kilika auparavant, alors Ned explique que le sortilège ne fonctionne pas sur quelqu'un d'un niveau beaucoup plus élevé. Kilika refuse de croire qu'un inconnu puisse être plus fort qu'elle, mais Akira s'en moque et veut juste qu'elle admette qu'elle a piégé sa propre sœur. Akira a appris à faire confiance à Amelia et doute qu'elle puisse faire du mal à une personne innocente. Kilika refuse cependant de le faire et ordonne à tous ses gardes d'éliminer Akira. Notre héros Akira se prépare à les éliminer tous à l'aide de ses pouvoirs d'ombre, mais leurs vies sont épargnées lorsque le roi arrive. Le roi exige de savoir ce qui se passe et fait taire un garde qui tente de dire qu'Amelia a commis un grave péché. Il veut entendre directement Kilika, mais celle-ci est prise au dépourvu, il était censé être en inspection et elle ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si tôt. Le roi exige qu'elle lui réponde, alors les gardes prennent la défense de Kilika et soulignent qu'elle n'a rien fait de mal. Ils rejettent toute la responsabilité sur Amelia, mais le roi se rend compte que Kilika a utilisé un sortilège d'hypnose sur toutes les troupes. Il lui ordonne de le lever immédiatement et déclare qu'il prononcera sa punition plus tard. Le roi s'excuse auprès d'Akira pour le fait que sa fille ait tenté de l'attaquer avec un nombre écrasant de soldats, mais il demande également à Akira de partir immédiatement. Amelia tente d'expliquer qu'Akira lui a sauvé la vie en l'aidant à s'échapper du donjon, mais le roi s'en moque, quelle que soit la raison, les autres races ne sont pas autorisées à mettre les pieds sur le territoire des elfes. Amelia décide que dans ce cas, elle partira avec Akira, ce qui met le roi en colère. Qu'elle le veuille ou non, elle est sa successeur et il est de son devoir de diriger le royaume un jour.
Akira intervient cependant en soulignant qu'Amelia est une personne à part entière et qu'elle a donc le droit de décider ce qu'elle veut faire. Le roi traite alors Akira d'étranger et lui dit de rester en dehors de cette affaire. Akira reconnaît qu'il est effectivement un étranger, mais cela lui facilite les choses, être un étranger signifie qu'il n'a pas à obéir aux ordres du roi, et Akira prévient qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour défendre le choix d'Amelia. Il s'agit là d'une menace claire, et le roi remarque ce qu'Akira vient de faire à Liam, il est évident qu'Akira est prêt à tout, alors le roi le défie de manière surprenante en duel. Le vainqueur aura le dernier mot, mais le roi déclare que Kilika se battra à sa place. Akira ne recule pas un seul instant, et ils se dirigent tous vers l'arène de combat située sous l'arbre sacré. En chemin, Akira se demande ce que signifie être l'enfant du fléau. La légende raconte que lorsqu'une paire de jumeaux royaux naît, l'un d'eux ne ressemble pas à ses parents, cet enfant est un enfant du fléau et il n'apportera que des calamités au pays des elfes. Ned pensait que c'était un mythe disparu depuis longtemps, mais le fait qu'Amelia soit née avec une couleur de cheveux et d'yeux différente de celle de ses parents a convaincu les gens que ce n'était pas un mythe. Akira l'a fait rougir en lui faisant remarquer que ses traits sont en fait très jolis. Juste avant le combat, Amelia prévient qu'Amelia est la plus grande épéiste elfe vivante. Akira est surpris d'entendre à quel point Amelia admire sa sœur maléfique, alors Amelia lui explique qu'elles étaient en fait très proches autrefois. Amelia a vu de ses propres yeux à quel point Kilika travaillait sans relâche pour s'améliorer, et Amelia aime toujours sa sœur. Le roi ordonne à Kilika de prouver qu'elle est digne de la royauté lors de ce combat, et elle promet de gagner. Les combattants se préparent au combat, mais Kilika se demande si Akira pense vraiment pouvoir gagner sans dégainer son épée. Confiant, Akira lui assure que c'est pour son bien, car il ne veut pas commettre d'erreur et mettre fin à sa vie par accident. Akira profite alors de ce moment pour remercier Amelia de s'être mise en colère à sa place plus tôt, lorsque le roi les interrogeait, il lui en est reconnaissant, et lui dit qu'elle sera libre de faire ce qu'elle veut après sa victoire. Le combat commence, et Akira comprend immédiatement pourquoi Kilika est considérée comme la meilleure des elfes. Ned observe attentivement et fait remarquer que, bien que Kilika soit très douée, Akira a toujours l'avantage. Il parvient à la repousser facilement et avertit Kilika de se rendre avant de se blesser. Kilika refuse de rester là à se faire ridiculiser, alors elle utilise une attaque terrifiante. Akira est pris au dépourvu, mais il parvient tout de même à l'esquiver, et Ned est choqué qu'elle ait utilisé le bonus de l'élément vent. Amelia explique que c'est la seule magie que sa sœur peut utiliser, mais qu'elle a mis toute son énergie à la maîtriser. Kilika fait la démonstration de cette maîtrise, mais Akira l'esquive et demande à Kilika pourquoi elle pleure. Kilika fait remarquer qu'il y a un sourire évident sur son visage, mais Akira voit bien qu'il est faux. Cela met Kilika en colère, elle devient donc plus agressive dans ses attaques, mais Akira parvient facilement à se placer derrière elle. Il lui explique qu'Amelia l'aime toujours malgré tout, et supplie les sœurs de se réconcilier. Kilika refuse et révèle qu'elle ne pourra jamais faire la paix avec la fille qui lui a tout pris. Sa prochaine attaque parvient à repousser Akira, mais elle devient folle et tout le monde autour commence à sentir le danger. Akira demande à Ned de protéger Amelia, et Kilika commence à se perdre dans sa colère, elle n'a plus rien, et tout cela parce que sa sœur douée lui a tout pris. Un retour en arrière révèle à quel point les sœurs étaient proches autrefois. Amelia n'aimait pas être différente des autres, mais Kilika était toujours là pour lui dire à quel point elle était jolie. Un jour, les capacités d'Amelia ont été évaluées, et quelque chose d'étonnant a été découvert, il s'avère qu'Amelia est une médium, comme celle dont on n'entend parler que dans les légendes. Un médium est un messager des dieux qui peut plier le monde à sa volonté si ses pouvoirs sont éveillés. Bien sûr, les elfes étaient ravis d'apprendre cela, car cela aiderait énormément le royaume, cependant, c'est ce jour-là que tout le monde a cessé de s'intéresser à Kilika. À cause de cela, Kilika refuse de s'arrêter tant qu'elle n'aura pas tout repris. Le pouvoir de Kilika devient vraiment incontrôlable, alors Liam donne à Amelia quelque chose pour sauver sa sœur. À ce moment-là, le roi est stupéfait quand il voit ce que fait Amelia, elle a pris une branche de l'arbre sacré, qui possède des pouvoirs purificateurs. Les pouvoirs de la branche sont utilisés sur tout le monde, et Kilika est découragée de voir que son sortilège d'hypnotisation est en train de se défaire. C'est terrible pour elle, car elle croit qu'elle est en train de tout perdre à nouveau, elle suppose qu'Amelia essaie de tout lui prendre une deuxième fois, alors elle sombre dans la folie. Liam essaie de lui expliquer qu'elle se trompe, mais cela ne sert à rien, son attaque la plus puissante a déjà été lancée, et Akira se rend compte qu'il ne peut pas l'esquiver, car les personnes derrière lui seraient blessées. Au lieu de cela, il invoque sa magie de l'ombre et lui ordonne de tout dévorer. C'est une bataille entre leurs capacités, mais cela ne s'annonce pas bien, Kilika a travaillé toute sa vie pour perfectionner cette capacité, qui domine donc la magie de l'ombre d'Akira. Soudain, les choses prennent une tournure sombre lorsque l'ombre d'Akira devient beaucoup plus forte. Elle commence à gagner la bataille, mais elle est également sur le point d'effacer Kilika de l'existence. Akira ne veut pas la tuer, alors il change immédiatement de plan et ordonne à l'ombre de le dévorer à la place. Son ombre fait exactement ce qu'il lui demande, et Akira est recouvert de sa lueur sombre. Ned a vu beaucoup de choses au cours de sa vie, mais il n'a aucune idée de ce qu'Akira vient de faire.
Il suppose qu'il s'agit d'une sorte de bonus élémentaire d'ombre, mais il devient rapidement évident qu'il s'agit de quelque chose de complètement différent. Kilika tente d'attaquer une nouvelle fois, mais cette fois-ci, Akira la repousse facilement tout en annulant sa magie. Akira fait remarquer que Kilika a l'impression que personne ne la remarque, mais qu'en réalité, c'est elle qui ne prête pas attention aux personnes qui la remarquent. Kilika craint que les autres veuillent se moquer d'elle après sa défaite, et elle est blessée de voir que Liam est allé directement vers Amelia après que son sort ait cessé d'agir. Amelia révèle que Liam n'était même pas sous son charme au départ, mais Kilika refuse de croire quoi que ce soit et exige simplement qu'elle reçoive déjà sa punition. Le roi intervient alors de manière surprenante et déclare que c'est lui qui devrait être puni. Il explique qu'Amelia n'a rien pris à Kilika, car c'était en réalité lui. Kilika ne comprend pas, alors le roi lui révèle la terrible vérité, il lui a caché ses véritables souvenirs, et il renonce désormais à son pouvoir d'oubli pour tout lui montrer. Le passé montre que Kilika était désespérée de s'entraîner et de devenir plus forte. Comme toujours, elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans les donjons dans l'espoir de combattre des monstres plus puissants. Cependant, un jour, une personne mystérieuse lui expliqua qu'elle ne pourrait pas continuer à devenir plus forte de cette manière et qu'elle avait une meilleure idée. Elle donna à Kilika un objet et lui expliqua qu'il lui permettrait d'invoquer des monstres, parfait pour gagner des niveaux. Kilika a essayé de l'utiliser, mais les monstres qu'il a fait apparaître étaient beaucoup trop forts. Elle a essayé de s'enfuir, mais la bête l'a suivie, les monstres des labyrinthes ne peuvent généralement pas sortir, mais pour une raison quelconque, ceux-ci le pouvaient. Ne voulant pas qu'ils blessent d'autres personnes, Kilika a décidé qu'elle devait les arrêter ici. Kilika commença à se battre contre chacun d'entre eux, mais Liam arriva peu après et lui conseilla de fuir pour sauver sa vie. Liam voulait simplement la protéger, mais l'un des monstres lui ôta la vie. Liam mourut ce jour-là, et tout cela se passa sous les yeux de Kilika. La culpabilité ressentie ce jour-là faillit détruire l'esprit de Kilika, si bien que le roi estima qu'il n'avait d'autre choix que de lui faire tout oublier. Après tout cela, c'est Amelia qui sauva la situation, elle utilisa ses incroyables pouvoirs magiques et créa deux sorts, l'un de gravité et l'autre de résurrection. Amelia a ainsi pu ramener Liam à la vie. Pour éviter à Kilika de se sentir coupable, le roi a décidé de maintenir son sort sur elle, mais cela signifiait également que d'autres mesures devaient être prises. Du point de vue de Kilika, il semblait que tout le monde lui tournait le dos, mais en réalité, chacun s'était simplement isolé pour l'empêcher de découvrir la vérité. Le roi ne fit pas exception à la règle, car il prit également ses distances, il savait que si Kilika faisait ses preuves dans son duel contre Akira, elle pourrait alors garder la tête haute même sans compter sur son pouvoir hypnotique. Le roi voulait qu'elle ait cette confiance en elle avant de lui révéler la vérité. Akira réalise qu'il a été utilisé, et le roi lui explique que, comme Akira était beaucoup plus fort qu'il ne l'avait prévu, il a dû lui révéler la vérité d'une manière involontaire. Quant à Liam, il voulait simplement séparer les sœurs avant que leur haine ne s'intensifie davantage, c'est pourquoi il a aidé Kilika à exiler Amelia. Et Kilika est choqué qu'il ait fait tout cela sans être sous l'emprise de son sort. Il s'avère qu'une feuille de l'arbre sacré est tombée sur le corps de Liam pendant qu'Amelia le ressuscitait, ce qui le rend immunisé contre son pouvoir d'hypnotisation. Liam révèle lui-même la vérité en avouant qu'il a simplement été séduit par les efforts incessants de Kilika pour s'améliorer, il n'a jamais pu se résoudre à l'arrêter, et il s'excuse donc d'avoir échoué. Kilika fond en larmes lorsqu'elle réalise enfin qu'elle a confondu toute leur gentillesse avec de la négligence, elle a ensuite rejeté toute la faute sur sa sœur, qui était en réalité celle qui avait réparé tout ce qu'elle avait cassé. Elle est extrêmement déprimée, mais Amelia l'empêche de sombrer dans la spirale négative en lui rappelant à quel point elle est extraordinaire. Elle rappelle à Kilika à quel point elle est gentille et attentionnée et dit à sa sœur de lui faire confiance, car elle se souvient de tout. Les deux sœurs se réconcilient enfin lorsque Kilika s'excuse et que ses blessures sont soignées. Plus tard, le roi reconnaît qu'Akira a remporté le duel et organise une fête en son honneur. Akira veut simplement s'assurer qu'Amelia est libre de faire ce qu'elle veut, et le roi confirme qu'il est un homme de parole, le roi déclare qu'elle est libre, alors Akira explique que leur première destination sera le continent du peuple des bêtes, selon Net, c'est l'endroit idéal pour travailler sur les armes, et il a une idée. Après cela, Amelia demande à Akira d'utiliser son vrai nom, il ne l'appelle généralement que « toi » ou « celle-ci », mais il a déjà prononcé son nom une fois avant le duel. Elle veut qu'il le répète, ce qu'Akira fait. Elle apprécie beaucoup, alors elle lui demande de le répéter plusieurs fois. Après environ 5 fois, Amelia est satisfaite, mais Akira la traite simplement d'excentrique. Amelia promet d'aller partout où il ira et déclare qu'ils seront ensemble pour toujours. Akira l'appelle « fille » en disant que cela lui convient, mais il se corrige rapidement en prononçant son vrai nom. Net observe la scène de près, mais il n'en revient pas de voir ces deux-là se comporter comme des enfants. Ailleurs, nous voyons que les autres héros sont sur un bateau. Ils ont fait de leur mieux pour attendre Akira, mais ils ne pouvaient tout simplement plus attendre, ils avaient tous dépassé le niveau des monstres de Yamato et ils devaient trouver un moyen de continuer à devenir plus forts. Nous voyons que Gillis s'est également joint à eux,
et il fait remarquer que tout le monde est devenu tellement plus fort qu'ils auront besoin d'améliorer leurs armes. C'est la prochaine étape avant de combattre le Seigneur Démon, et le meilleur endroit pour améliorer leurs armes est le continent du peuple des bêtes. Amelia dit au revoir à sa sœur avant leur départ, et Liam demande à Akira de prendre soin d'elle. Le roi interpelle Liam en lui disant que tout le monde connaît ses sentiments pour Kilika, et il ajoute que la balle est désormais dans son camp. Le roi ordonne à des soldats d'accompagner nos héros jusqu'au port, car des enlèvements ont récemment eu lieu le long de la côte. Le roi vient de rentrer d'une inspection sur place, mais Amelia fait remarquer qu'Akira est très fort et qu'elle sait qu'il la protégera. Le roi ne peut s'empêcher d'être inquiet, car il est son père, et il dit qu'il l'accompagnerait même s'il le pouvait. Tout le monde propose de le remplacer, mais Akira refuse toute aide. Alors qu'ils partent, Akira se demande pourquoi Knight était si discret en présence du roi des elfes. Knight explique que très peu de gens acceptent volontiers les démons et les monstres. Il ne voulait pas causer de problème à Akira, alors Knight s'est simplement bien comporté. Akira suppose cependant que le roi des démons surveille Knight, et il prédit que celui-ci sera mécontent si Knight se comporte trop bien. Knight confirme que ses yeux et ses oreilles sont toujours liés au Seigneur Démon, mais que celui-ci ne dicte pas son comportement. Knight rappelle à Akira qu'il est désormais à son service et qu'il n'a pas l'intention de le trahir. Akira ne veut pas qu'il arrive du mal à son chat, alors il dit à Knight que s'ils finissent par combattre son ancien maître, il veut que Knight se range du côté du Seigneur Démon. Knight répond qu'il prendra simplement sa décision le moment venu, mais que le Seigneur Démon était sincère dans sa demande de rencontrer Akira. Amelia pense que le Seigneur Démon veut être ami avec Akira parce qu'il a été incroyable lors du dernier combat. Knight est d'accord, car ce qu'Akira a fait lors de la dernière bataille a définitivement éveillé l'intérêt du Seigneur Démon. Personne d'autre ne peut utiliser la magie de l'ombre, et Akira a fait preuve d'un contrôle incroyable en parvenant à s'en recouvrir. Akira ne sait même pas comment il a réussi à faire cela, car cela s'est produit dans le feu de l'action et il essayait simplement d'empêcher la magie de consumer Kilika. À ce moment-là, la capacité de détection d'Akira capte quelque chose, des bandits sont apparus et ils ont pris une otage. Ils menacent de faire du mal à l'otage si le groupe d'Akira ne se ligote pas, mais les bandits sont choqués lorsqu'ils réalisent qu'Amelia est la princesse elfe. Ils ont attrapé un gros poisson, et ils prédisent que l'un de leurs acheteurs sera très heureux de l'avoir. Malheureusement pour eux, Akira passe en mode furtif et les élimine instantanément. Nos héros utilisent la corde des bandits pour les ligoter et libèrent la jeune fille. L'acheteur s'appelle Graham, et Akira suppose que c'est lui qui ordonne aux bandits de commettre tous ces enlèvements. Les bandits le confirment et expliquent que Graham est un membre de la famille royale d'Europe, la plus grande nation du continent des bêtes. Akira ordonne aux soldats de ramener les bandits au royaume, mais ceux-ci ont pour mission d'escorter la princesse. Le port est toutefois tout proche, et Akira les assure qu'ils n'ont rien à craindre. Nos héros se retrouvent bientôt sur un bateau, où Akira déclare vouloir gagner encore en puissance. Amelia n'arrive pas à croire qu'il veuille devenir encore plus fort, mais Akira estime qu'il a encore un long chemin à parcourir. Il est déjà assez fort, mais il dit qu'il n'y a pas de limite lorsqu'il s'agit de s'assurer qu'il pourra venger Mitre. Knight explique que la ville portuaire possède un labyrinthe et qu'Akira pourra y augmenter son niveau. Cependant, il faudra plusieurs jours pour s'y rendre, ils n'ont donc d'autre choix que de se détendre et de profiter du voyage. C'est la première fois qu'Amelia voyage en bateau, et elle est heureuse de pouvoir passer autant de temps avec notre héros. Elle a hâte de voir toutes les étoiles magnifiques dans le ciel nocturne avec Akira, mais notre garçon est occupé à lire un livre. Amelia pensait qu'ils étaient en croisière ensemble, mais Akira est plus intéressé par son développement personnel. Il dit que le roi est vraiment gentil, car il voulait lui offrir un cadeau d'adieu. Akira a demandé des livres, alors le roi lui en a donné quelques-uns provenant de sa bibliothèque royale. Amelia est agacée, alors elle traite Akira et son père d'imbéciles, mais notre héros Akira ne prête aucune attention à ses paroles. Peu après, le groupe arrive à Bérut, le continent du peuple des bêtes. Amelia est toujours extrêmement agacée parce qu'Akira a passé tout le voyage à lire. Au port, Akira remarque que tous les travaux pénibles sont effectués par des humains. Alors qu'ils entrent dans la ville, un groupe de bêtes dit à Akira de laisser l'elfe et de dégager. Ces types se montrent très agressifs quand Akira refuse d'obéir, et ils lui font remarquer qu'un humain chétif n'a aucune chance contre des hommes bêtes comme eux. Akira comprend rapidement que les humains sont méprisés ici, et qu'il va devoir donner une leçon à ces types. Les hommes bêtes ont l'intention de l'enterrer vivant, mais il est trop tard, car Akira a déjà activé sa magie de l'ombre. Heureusement pour eux, Akira fait preuve de clémence et se contente de les aveugler pendant un instant. Leurs yeux sont recouverts par son ombre, alors Akira dit calmement à son groupe qu'ils peuvent passer maintenant. Amelia n'a même pas compris ce qui s'est passé, et Akira est surpris qu'elle n'ait pas pu percevoir son pouvoir. Akira sait qu'il aurait pu faire disparaître ces types de la surface de la Terre, mais il ne voulait pas causer de problème sitôt après son arrivée. Alors qu'il traverse la ville, Amelia remarque que tout le monde a peur de Knight. Knight explique que sur ce continent, les chats noirs sont craints et méprisés. Après le dîner, Amelia examine leur situation pour dormir et détermine qu'ils n'ont vraiment besoin que d'un seul lit. Akira, qui ne comprend pas, fait remarquer qu'ils en ont deux,
donc qu'il devrait les utiliser tous les deux. Knight est cependant beaucoup plus doué pour lire l'ambiance, alors il dit aux autres qu'il va sortir un moment. Akira ne comprend pas pourquoi, mais Amelia remercie leur ami félin de partir. Amelia va prendre une douche et, à son retour, elle constate qu'Akira s'est déjà endormi. Il est évident qu'il est épuisé après un si long voyage, alors elle lui dit de bien dormir. Cependant, Akira n'est pas du tout endormi et il se dit qu'il est impossible de dormir dans une situation comme celle-ci. Knight revient le lendemain matin et est ravi de voir qu'Akira a passé une bonne nuit. Akira est choqué car il n'avait pas réalisé qu'Amelia avait dormi dans le même lit que lui, mais Knight a des choses plus importantes à discuter. Il dit aux deux de s'habiller car un visiteur va bientôt arriver. Ce visiteur est un forgeron nommé Crow, et Knight a fait appel à ses services la nuit précédente. Crow dit qu'il a été convoqué par Knight, le cauchemar d'Adlia, et qu'il n'avait donc pas d'autre choix que de venir. Knight explique que s'il leur a proposé de venir sur ce continent, c'est uniquement pour Crow, car c'est le plus grand forgeron du monde. Akira montre son épée à Crow, qui se met alors au travail. Ses talents de déduction lui permettent de comprendre qu'Akira l'a trop utilisé dans le grand labyrinthe de Cantonin, et Amelia est stupéfaite qu'il ait pu le deviner rien qu'en regardant l'épée. Akira veut juste savoir s'il peut la réparer, et Crow lui assure que oui. Cependant, cela n'est possible que s'il dispose du budget et des matériaux nécessaires. Akira assure à Crow qu'il peut obtenir tout ce dont il a besoin, et il demande également 20 outils d'assassinat à projectiles. Crow est surpris d'apprendre qu'Akira est un assassin, car même s'il peut voir à quel point il est talentueux, il dit qu'Akira semble assez inexpérimenté. Pour cette raison, Crow doute qu'Akira soit capable de faire bon usage des armes qu'il forge. Amelia est insultée pour Akira, mais Akira est plutôt d'accord avec lui. Knight fait remarquer que Crow s'y connaît un peu en matière de combat, car bien qu'il soit désormais forgeron, il a autrefois fait partie du dernier groupe de héros. Cela choque énormément nos héros, mais Crow n'est pas intéressé par la discussion. Il donne simplement à Akira une liste des matériaux dont il a besoin pour réparer l'épée et forger les outils qu'il a demandés. Il indique également le coût total et repart avec l'épée d'Akira. Knight admet que Crow est quelqu'un d'assez froid, mais il assure à Akira qu'il est le meilleur forgeron vivant. Il est également digne de confiance, et il n'y a pas de meilleure personne à qui confier son épée. Akira doit trouver un moyen d'obtenir de l'argent et les matériaux nécessaires, alors Knight suggère qu'il chasse des monstres dans le labyrinthe. Les monstres laisseront tomber des matériaux, et ils pourront vendre ceux dont ils n'ont pas besoin. Akira trouve que c'est parfait, car il pourra ainsi gagner des niveaux en même temps. Le labyrinthe de Bérut est tout proche, mais son accès est limité en fonction du rang d'aventurier. Amelia demande la permission de s'absenter un moment. Elle souhaite parler à Crow de quelque chose, alors Akira l'y autorise. Il demande toutefois à Knight de la surveiller, et Akira dit qu'il va faire quelques recherches avant de se rendre au labyrinthe. Après le départ du chat, on comprend qu'Akira a envoyé Amelia parce qu'il savait que Knight voulait lui aussi parler à Crow. À la forge, Amelia fait remarquer à Crow que le groupe de héros précédent n'a pas réussi à vaincre le Seigneur Démon. D'après ce qu'elle a entendu, seul le héros et un homme bête sont revenus vivants. Crow le confirme en expliquant qu'il y avait une elfe dans leur groupe qui n'a pas survécu. Crow s'attend à ce qu'elle le réprimande pour avoir abandonné un camarade, mais ce n'est pas pour cela qu'Amelia est venue. Elle souligne que le fait qu'ils soient tous les deux revenus vivants signifie qu'ils sont vraiment forts. Amelia veut aussi être forte, alors elle demande à Crow de lui apprendre à se battre. Crow refuse froidement et explique qu'il a juré de ne plus jamais prendre d'autres disciples. Il a déjà essayé, mais aucun d'entre eux ne s'est révélé capable. Ils ont tous fui ou se sont effondrés face à la défaite. Amelia promet de ne pas s'enfuir ni de s'effondrer, alors elle le supplie de lui enseigner. Elle veut rester aux côtés d'Akira pour le reste de sa vie, mais l'écart entre sa force et la sienne est tout simplement trop grand. Amelia sait que les choses ne peuvent pas rester ainsi, elle doit donc devenir plus forte. Crow se tourne vers le cauchemar d'Adlia et lui rappelle que leur accord portait uniquement sur la réparation et la fabrication d'armes. Knight répond que leur accord n'a pas changé, mais que les garçons ne contrôlent pas les choix d'Amelia. Knight a encore une chose à dire, et il demande à Crow d'arrêter de l'appeler le cauchemar d'Adlia. Cela fait simplement rire Crow. Cependant, alors qu'il rappelle à Knight qu'il est le symbole de la peur, il révèle que c'est Knight qui a terrorisé tous les peuples bestiaux de ce continent, et il le traite à nouveau de cauchemar d'Adlia. Bien sûr, Amelia veut savoir ce qui se passe, alors Knight explique que tout cela s'est passé il y a un siècle. Adlia était la ville la plus prospère du pays, alors le seigneur démoniaque envoya Knight en mission pour attaquer la ville. C'était en réponse à leur invasion du territoire démoniaque, et il devait seulement avertir leurs dirigeants. Malheureusement, Knight laissa ses instincts démoniaques prendre le dessus, et il finit par causer beaucoup plus de dégâts qu'il ne l'avait prévu. Leurs représailles ne font que le rendre plus furieux, et le côté démoniaque de Knight libère une puissance incroyable. Consumé par la destruction et le meurtre, Knight se perd, même s'il n'y a aucune raison d'aller aussi loin. Depuis ce jour, les bêtes ont commencé à appeler Knight le cauchemar d'Adlia, et les chats noirs sont devenus un objet de terreur. Akira écoute à proximité et rappelle à Knight que leurs esprits sont connectés. Il est clair que Knight voulait juste qu'ils l'entendent,
mais Akira se sent mal parce qu'il savait déjà que Night avait un passé troublé. Night rappelle alors à ses amis qu'il avait dit qu'il valait mieux que sa vie s'arrête. Il révèle que ce qu'il a fait à Adlia est ce qui l'a amené à ressentir cela. Night ressent toutefois les choses très différemment aujourd'hui, car il sert son maître, Akira. Tant qu'il est aux côtés d'Akira, Night est convaincu que l'histoire ne se répétera pas. Crow ne semble pas convaincu que Night ait changé, et Night le comprend. Il sait qu'il ne mérite pas qu'on lui fasse confiance et laisse même Crow le réprimander autant qu'il le souhaite. Cependant, il dit à Crow que son nouveau nom est Night. Maintenant qu'il est le familier d'Akira, Night a trouvé un nouveau but et il ne sacrifiera plus jamais sa vie. Crow n'est pas contrarié et explique qu'il n'a jamais éprouvé de ressentiment envers Night. Cependant, il ajoute que l'histoire d'autrefois ne s'est pas terminée là où Night l'a laissé. Après le massacre perpétré par Night, un mémorial fut érigé. Night s'y rendit, tourmenté par les pensées de ce qu'il avait fait, mais il vit que quelqu'un d'autre était là, pleurant la mort d'un être cher. Il s'agissait de Crow, qui se demandait si le cauchemar d'Adlia n'était pas satisfait des dégâts qu'il avait déjà causés. Night fut choqué car il réalisa qu'il avait déjà vu Crow auparavant. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois lorsqu'ils s'étaient battus au château du démon et Crow était l'homme bête qui avait réussi à s'échapper. Night donna à Crow l'occasion de mettre fin à sa vie afin qu'il puisse prendre sa revanche, mais Crow refusa l'offre. Il fit remarquer que Night n'était qu'un instrument du seigneur démon et que blâmer Night reviendrait à blâmer l'épée ou la lance. Crow révéla alors que ce n'était ni Night ni le seigneur démon qui avait mis fin à la vie de sa sœur. Elle essayait d'aider les personnes coincées sous les décombres après le départ de Night lorsque le malheur arriva. Un membre de la famille royale était pressé de quitter la ville, craignant le retour de Night. La sœur de Crow a tenté d'arrêter le membre de la famille royale afin qu'il puisse également mettre les autres en sécurité, mais cela ne fit que le contrarier. Le membre de la famille royale ne se souciait que de sauver sa propre peau, alors il a pris la vie de tous ceux qui se trouvaient sur son chemin sans hésitation. Crow sanglotait devant le mémorial, le corps rempli de rage. Il a révélé que l'homme qui avait mis fin à la vie de sa sœur, la cible même de sa vengeance, était le membre de la famille royale nommé Graham Cluster. Amelia se demande s'il a déjà pris sa revanche, mais Crow ne le sait pas. Crow s'est arrêté parce qu'il savait que sa douce sœur n'aurait pas voulu qu'il emprunte cette voie. Amelia se sent très mal, mais Crow déclare qu'il n'a pas besoin de sa pitié. Il souligne que tout cela s'est passé il y a 100 ans, mais Amelia ne le plaignait pas. Elle est simplement désolée pour sa sœur, car Crow l'utilise comme excuse pour sa propre lâcheté. Amelia souligne qu'il a simplement inventé les sentiments de sa sœur et s'est convaincu qu'il les respectait. En réalité, Amelia dit que Crow fuit simplement le monde et lui-même. Crow montre enfin à nouveau une certaine émotion en se mettant en colère, et il exige de savoir pourquoi Amelia pense pouvoir lui parler de cette manière. Amelia explique que c'est parce qu'elle a fait quelque chose de similaire. Elle s'est détournée d'elle-même et a dit qu'elle le faisait pour sa sœur. Heureusement, dans son cas, Akira a pu lui ouvrir les yeux pour lui faire comprendre à quel point elle avait tort. Le ton de Crow est beaucoup plus sombre, il demande donc simplement à Amelia de partir pour l'instant. Ailleurs, Akira réfléchit à ce que Night a dit au sujet des restrictions d'accès au labyrinthe. L'accès dépend du rang d'aventurier de la personne, mais Akira décide qu'il utilisera simplement sa présence dissimulée pour y entrer. À ce moment-là, une énorme explosion se produit, visible à des kilomètres à la ronde. Une armée de démons apparaît de nulle part et commence à massacrer tous les habitants de la ville. Amelia arrive juste à temps pour sauver certaines personnes grâce à sa magie gravitationnelle, et elle envoie Night aider d'autres citoyens. Sa magie est incroyablement puissante alors qu'elle combat l'armée, et elle dit à Night de mettre tout le monde en sécurité. À ce moment-là, une voix mystérieuse dit qu'il se souvient de sa magie. Cet homme est perché sur une bête géante et il salue la princesse elfe. Amelia est horrifiée lorsqu'elle réalise que cet homme est celui qui a trompé sa sœur. Il se présente sous le nom d'Orom et révèle que le seigneur démon lui a ordonné d'épargner uniquement Amelia. Orom sait qu'elle peut utiliser une magie puissante, mais il a besoin qu'elle se comporte bien, alors il invoque encore plus de démons avec sa flûte. Ailleurs, Akira élimine lui-même quelques démons et demande à Night de lui expliquer ce qui se passe. Night ne peut que s'excuser, car il révèle qu'Amelia a été enlevée. Akira est furieux et Night explique que le démon à l'origine de l'attaque a emmené Amelia dans le labyrinthe. Night s'y rend déjà et Akira se précipite également sur place. À son arrivée, Akira trouve une épée par terre et s'en sert pour éliminer immédiatement un démon. Mais il y a des démons partout, il doit donc en éliminer un autre. Night arrive et s'excuse d'avoir laissé Amelia se faire enlever, mais Akira est plus préoccupé par l'élimination de tous les démons. Night dit qu'il y a trop de démons, mais Akira s'en moque. Il choque Night en lui disant qu'il ne reculera devant rien pour retrouver Amelia, et il avertit Night de s'éloigner autant que possible. Night s'envole et Akira active sa magie de l'ombre. Cette fois-ci, c'est très différent des fois précédentes, car il lance son attaque appelée Shadowell. Cela provoque l'éruption de sa magie de l'ombre hors du sol, qui recouvre la ville de ses ténèbres. Elle ressemble à une bête incontrôlable, mais son attaque recherche les démons à consumer. Akira hurle cependant, car ce pouvoir lui a coûté très cher, mais il refuse d'abandonner.
C'est la première fois qu'il ressent une émotion aussi intense, et il sait qu'il n'aurait jamais éprouvé cela s'il avait simplement continué à vivre dans son ancien monde. Cette rage qui le consume a fait prendre conscience à Akira d'une chose. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé ressentir, à savoir qu'il y a désormais quelqu'un en dehors de sa famille qui lui est cher. Il dit que cette personne est Amelia, mais le corps d'Akira n'a plus d'énergie. L'attaque d'Akira prend fin après qu'il ait épuisé toute son énergie, et il s'effondre au sol. Knight se précipite auprès de son maître et est choqué par ce qui se passe ensuite. Une voix annonce que l'utilisation de mana d'Akira a dépassé les paramètres acceptables et active automatiquement la magie de l'ombre d'Akira. Elle passe en mode récupération et la voix déclare que la guérison nécessitera l'utilisation des réserves de mana d'urgence. La guérison est finalement terminée et la voix désactive la magie de l'ombre d'Akira. Akira est complètement guéri, et je ne peux que me demander ce qui vient de se passer. Quelque temps plus tard, Akira se réveille après que Knight l'ait emmené chez Crow. Akira se demande s'il est resté inconscient pendant 5 ou 6 heures, mais Knight lui révèle qu'il est resté évanoui pendant près de 2 jours. Cela n'étonne toutefois pas Knight, car le mana d'Akira était complètement épuisé et il aurait facilement pu perdre la vie. Knight révèle alors que la magie de l'ombre d'Akira s'est activée d'elle-même et a reconstitué son mana. Cet événement défie toute logique, et Knight se demande quelle est vraiment la magie d'Akira. Akira ne le sait pas non plus, mais il décide que cela peut attendre. Ils ont une affaire plus importante à régler, à savoir sauver Amelia. Akira remercie Crow de l'avoir laissé se remettre chez lui et déclare qu'il va sauver Amelia. Crow lui fait remarquer qu'il ne sait même pas où elle se trouve, car cela fait 2 jours qu'elle a été enlevée. L'ennemi est peut-être en route vers le royaume des démons, ou peut-être y est-il déjà arrivé. Akira s'en moque, car il déclare qu'il n'aura qu'à se précipiter seul dans le royaume des démons. Crow essaie de le calmer, mais Akira lui répond avec colère qu'il est calme. Il dit qu'il est juste pressé, mais Crow lui fait remarquer qu'il se précipite et qu'il ne se rend même pas compte qu'il va combattre un démon sans ses armes. Akira refuse de laisser quoi que ce soit le ralentir, mais Crow lui révèle que ses armes sont prêtes. Crow ajoute cependant qu'Akira, aveugle à ce qui l'entoure, démontre son manque de sang-froid à cet instant. Akira remarque que Crow a coupé son épée en 2, et Crow explique que les épées courtes sont beaucoup plus faciles à utiliser pour les assassins. Crow a dû couvrir le coût des matériaux et de la main-d'œuvre, il demande donc à Akira de le rembourser dès qu'il le pourra. Crow lui donne également une bague qui aurait été fabriquée par le 2e ou le 3e héros. Crow est surpris de voir qu'Akira peut lire l'inscription, qui dit « Je te guiderai partout ». Crow explique que cette bague aide son porteur à trouver tout ce qu'il cherche. Bien sûr, elle est parfaite pour cette situation, car Akira l'utilise pour trouver l'emplacement d'Amelia. Knight explique qu'elle les dirige vers le labyrinthe de Brute, et qu'elle ne les dirigerait pas dans cette direction s'ils se dirigeaient vers le royaume des démons. Crow ne comprend pas pourquoi, mais il semble qu'il soit toujours dans le labyrinthe. C'est tout ce qu'Akira a besoin de savoir, alors il remercie Crow et dit à Knight qu'il parte. En chemin, Knight rappelle à Akira qu'il le suivra partout, mais il le supplie de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi imprudent. Akira a failli mettre fin à ses jours en libérant autant de pouvoir, alors il accepte de ne plus jamais recommencer. Il ne veut pas que ce qui s'est passé il y a 2 jours se reproduise, et il se rend compte que Knight aurait également perdu la vie s'il était mort. Knight ne s'inquiétait pas pour lui-même, mais il ne le dit pas à Akira et lui demande simplement d'être plus prudent. Akira réalise son erreur et promet de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi imprudent. Dans le labyrinthe, Orom est ravi de voir que son plan se déroule sans encombre. Il explique que les démons ont un pouvoir qui leur permet de contrôler les monstres, et il s'est toujours demandé quel serait l'effet de ce pouvoir sur les elfes ou les humains. Amelia lui a donné la réponse, car il n'est pas capable de la contrôler, mais apparemment, il peut immobiliser les elfes. Il est heureux de voir qu'elle peut à nouveau parler, car il ne s'ennuiera plus, mais elle exige simplement de savoir où il se trouve. Orom lui explique qu'ils sont dans le labyrinthe, mais que ce n'est pas par choix. Les démons doivent être de niveau 2 ou supérieur pour pouvoir créer des cercles de téléportation. Orom est un démon de niveau 3, et il est arrivé dans ce labyrinthe grâce à un cercle de téléportation, mais il n'a pas la capacité de créer son propre cercle pour repartir. C'est pourquoi il attend l'arrivée de son chef. Amelia veut savoir ce qui se passera après, mais Orom n'en a aucune idée. Il est heureux de voir qu'elle essaie d'obtenir des informations malgré son immobilisation, alors il lui dit de poser autant de questions qu'elle le souhaite. Il promet de révéler tout ce qu'il sait, car il n'a rien à cacher. Orom suppose qu'Akira finira par se montrer, mais même si Amelia lui révèle tout ce qu'il sait, Orom est certain qu'Akira ne le battra jamais. Orom lui dit toutefois de ne pas s'inquiéter, car il ne mettra pas fin à ses jours. Son travail consiste à présenter la jeune femme vivante et en bonne santé au Seigneur Démon, sinon il aura de gros ennuis. Ailleurs, la bague d'Akira pointe toujours vers le sous-sol, indiquant clairement qu'Amelia se trouve toujours dans le labyrinthe. Akira ne veut pas perdre de temps, mais une mystérieuse jeune fille leur demande instamment d'attendre. Elle a une requête à adresser à Akira, et celui-ci se souvient de cette jeune fille qu'il a rencontrée dans la ruelle lorsqu'il est arrivé dans ce monde. La jeune fille va droit au but et supplie Akira de l'emmener avec lui dans le labyrinthe où se trouve Amelia.
Elle est choquée quand Akira se met en colère et exige de savoir comment cette jeune fille sait où se trouve Amelia. Akira soupçonne qu'elle a quelque chose à voir avec la capture d'Amelia, alors il lui dit de répondre avec précaution car sa vie en dépend. Cette fille s'appelle Lia, et elle explique qu'elle a utilisé son don de pistage olfactif. Elle a suivi l'odeur d'Amelia, qui a disparu à l'entrée du labyrinthe. Elle a également utilisé ce don pour découvrir qu'Akira se dirigeait vers le labyrinthe. Knight confirme que le pistage olfactif est un don qui se manifeste couramment chez les hommes bêtes, donc elle ne dit rien d'absurde. Akira cesse d'être aussi méfiant, mais il exige maintenant de connaître ses intentions. Lia révèle qu'elle est la première princesse de la nation des hommes bêtes Uruk et qu'elle a reçu des informations selon lesquelles le seigneur démoniaque vise la princesse Amelia. Elle allait prévenir Akira, qui lui demande alors pourquoi elle ne lui a pas dit immédiatement. Lia craignait qu'il ne la croie pas sans preuve, alors elle a d'abord essayé d'enquêter. Malheureusement, tout a basculé avant qu'elle n'ait pu trouver des preuves, et maintenant ils sont là. Akira réfléchit au fait qu'il ne veut pas utiliser une certaine capacité, mais il n'a pas vraiment le choix. Il utilise l'œil du monde sur Lia et détermine qu'elle ne ment pas. Il lui demande ce que fait sa compétence de barrière spirituelle, et Lia se demande comment il sait qu'elle possède cette compétence. Akira ne lui parle pas de son œil du monde et se contente de lui demander de répondre à la question. Lia explique que les barrières normales ne peuvent être placées qu'à des endroits fixes, mais que la barrière spirituelle peut être utilisée sur des objets en mouvement. Elle peut même l'utiliser sur des personnes individuelles, donc Lia est certaine qu'elle peut être utile à Akira. Lia craint que le seigneur démon ne soit à la recherche d'Amelia à cause de sa magie de résurrection, alors elle déclare qu'ils ne peuvent pas le laisser la voir. Akira lui ordonne de monter sur le dos de Knight, mais Knight se demande s'ils peuvent vraiment lui faire confiance. Akira estime que le pouvoir de Lia aidera à protéger Amelia, et que la jeune fille pourra donc se rendre utile, comme elle l'a dit. Dans le labyrinthe, Orom confirme que le seigneur démon veut le sort de résurrection d'Amelia. Amelia fait remarquer que les démons ont une durée de vie pratiquement infinie et qu'ils ne perdent pas facilement la vie. Ils sont déjà la race la plus puissante, elle ne comprend donc pas pourquoi le seigneur démon a besoin de son sort de résurrection. Orom ne le sait pas non plus, car bien qu'il s'agisse d'une magie rare, elle ne fonctionne pas si le sujet est mort depuis trop longtemps. Pire encore, une fois que l'utilisateur l'a lancé, il ne peut plus l'utiliser pendant plusieurs jours. Il est assez limité, et Amelia est choquée de voir à quel point Orom en sait long à son sujet. Orom répond que tout cela n'a pas vraiment d'importance, car Amelia ne pourra pas ressusciter Akira lorsqu'il l'éliminera dans quelques minutes. En effet, Orom a porté un coup fatal à Amelia, qui a dû utiliser sa magie sur elle-même plus tôt. Orom est vraiment maléfique, car il est impatient de voir Amelia pleurer après avoir mis fin à la vie d'Akira. Il aggrave encore les choses en se souvenant comment la sœur d'Amelia a pleuré toutes les larmes de son corps lorsque Liam est mort. Il s'attend à un spectacle encore meilleur de la part d'Amelia lorsqu'il couvrira Akira de son propre sang. Dehors, Akira rappelle à Lia qu'ils se sont déjà rencontrés et se demande ce qu'elle faisait à Regu City. Lia explique que sa famille a été enlevée par un slim noir et qu'elle était à leur recherche. Lia révèle qu'elle a été adoptée par la famille royale, mais qu'avant cela, elle vivait dans un petit village isolé. Un jour, un slim noir est apparu en ville, mais au début, ce n'était pas très grave. Les monstres slim sont généralement éliminés d'un seul coup, mais pour une raison quelconque, celui-ci a réussi à dévorer son père, sa mère et son petit frère. Il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également dévoré tous les autres villageois. Il est évident que quelqu'un a modifié ce slim et l'a relâché dans la nature. C'est un énorme mystère, et Akira est sûr que c'est également ce qui est arrivé à Amelia. Lia poursuit en expliquant que la famille royale lui a proposé de l'adopter parce qu'elle recherchait ses talents de protectrice. Elle est rapidement devenue princesse et a utilisé son autorité pour enquêter sur l'incident. Son enquête l'a conduite à Regu City, où ils se sont rencontrés. Elle révèle que son village n'était pas le seul à avoir été victime du slim noir. Un grand nombre de bêtes et d'humains ont également disparu. Leurs vies ont ensuite été consumées dans le cadre du rituel d'invocation à Regus. Akira est furieux après avoir entendu cela, car il réalise que c'était la vérité derrière tous les mensonges du roi. Lia poursuit en disant que sa famille et son peuple ont tous été sacrifiés pour invoquer le nouveau héros. La raison pour laquelle elle s'est rendue en ville ce jour-là était pour pouvoir le voir de près. Akira fait remarquer qu'il a lui aussi été invoqué dans ce monde, et qu'il fait donc partie des personnes envers lesquelles elle devrait nourrir de la rancœur. Lia sait cependant que les invoqués ne sont pas à blâmer. Les véritables coupables sont le roi et la princesse, car ils sont directement responsables. Akira a sa propre vendetta contre eux, et il ne croit pas un seul instant que lui et ses camarades de classe aient vraiment été invoqués pour arrêter les démons. Knight confirme qu'Akira a raison de penser ainsi, car il en sait encore plus sur la vérité. Il révèle que les démons n'ont même pas tenté de conquête au cours du siècle dernier. Les autres races ont simplement l'impression que les démons sont un mal méprisable. Akira n'arrive pas à y croire, mais il n'y a pas le temps de discuter. Ils sont arrivés au labyrinthe et il est temps de sauver Amelia. À l'intérieur, Knight souligne qu'ils devront éliminer un certain nombre de monstres à chaque étage pour activer les escaliers qui mènent aux étages inférieurs. C'est une règle commune à tous les labyrinthes,
mise en place par leur créateur, le premier seigneur démon. Il n'y a pas moyen de contourner cette règle, mais Akira ne s'en inquiète pas, car il affirme que sa magie de l'ombre peut éliminer tous les monstres nécessaires. Knight lui fait remarquer qu'il devra combattre un démon lorsqu'ils atteindront Amelia, et lui conseille de ne pas s'épuiser dès maintenant. Akira répond qu'il n'a pas le choix, car chaque instant perdu met davantage la vie d'Amelia en danger. Knight lui dit de ne pas s'inquiéter, car il peut simplement changer de forme et s'occuper lui-même de tous les sbires. Ce sera facile, mais rien ne garantit que Knight restera maître de lui-même sous la forme qu'il prévoit de prendre. Knight craint de finir par perdre la raison et de blesser ses amis. Knight aimerait croire que ses instincts ne le consumeront plus, mais il ne peut en être certain. Akira rappelle à Knight qu'il veille sur lui désormais, et que tant qu'ils seront ensemble, Knight ira bien. Knight est inspiré par son maître, et Akira lui fait remarquer qu'il est son seul espoir pour le moment. Knight accepte de faire de son mieux et se transforme en sa forme la plus puissante. Ils doivent agir rapidement, alors Knight se ferait un chemin à travers plusieurs monstres avec leur héros sur le dos. Akira dit à Lia de s'accrocher fermement, car si elle tombe, elle est fichue. Knight devient bientôt instable et ne répond pas quand Akira essaie de le joindre. Il commence à perdre le contrôle, mais heureusement, la voix d'Akira parvient à atteindre Knight. Akira lui rappelle de rester calme, et Knight demande à Akira s'il peut continuer à l'appeler. S'il le fait, Knight pense qu'il pourra garder le contrôle. Bien sûr, Akira accepte, et il continue donc à parler à Knight pendant qu'il traverse le labyrinthe. Akira veut savoir pourquoi les démons sont tant détestés, alors Knight lui explique que le premier seigneur démon a attaqué les autres races. Il l'a fait pour se venger après avoir été chassé vers le continent aride de Volcano. Les autres races lui en veulent toujours depuis cette époque, car le seigneur démon était considéré comme la source de tous les maux. En fin de compte, ce n'est qu'une perception, qui a causé beaucoup de tragédies aux deux camps. Il y a quelques générations, la femme du seigneur démon a été tuée par quelqu'un. Ce n'était pas un héros, mais simplement un imbécile qui voulait se faire un nom. Il a mis fin à ses jours pendant son sommeil, ce qui a complètement changé le seigneur démon. Knight a entendu dire que le seigneur démon était à l'origine une âme douce qui aimait sa famille et son peuple avant que tout cela n'arrive. Akira ne peut s'empêcher de penser à quel point cette histoire est malheureuse, mais cela ne change rien à la situation actuelle. Si l'actuel seigneur démon a ordonné l'enlèvement d'Amelia, alors Akira jure de lui faire payer. Knight accepte la décision de son maître, mais il veut qu'Akira garde à l'esprit que tous les démons ne sont pas pareils, certains peuvent être cruels et considérer les autres races comme de simples insectes à écraser, mais d'autres souhaitent éviter les effusions de sang et recherchent la paix. Akira élimine un monstre et accepte de garder à l'esprit les paroles de Knight. Finalement, il trouve Amelia et Akira se précipitent vers elle. Cependant, Orom se met en travers de son chemin et lui ordonne de rester en arrière. Akira déclare qu'il va la ramener et demande à Lia d'utiliser sa barrière. Elle l'utilise sur Amelia, et Orom est impressionné par la rapidité avec laquelle ils sont arrivés. Il félicite Knight en tant que bras droit du seigneur démon, d'autant plus qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il se transforme en Cerbère. Knight ne peut pas conserver cette forme une seconde de plus, il s'excuse donc auprès d'Akira car il ne pourra plus bouger pendant un certain temps. Akira répond à son fidèle compagnon qu'il n'a pas à s'excuser, car sans lui, il ne serait pas là. Amelia s'excuse alors d'avoir entraîné Akira dans cette situation, mais il la rassure en lui disant qu'il fait simplement ce qu'il veut, comme toujours. Akira dit qu'il refuse de laisser quiconque la voir, et que sa décision est définitive. Amelia adore entendre ces mots, mais Orom interrompt ce moment. Il n'est pas impressionné par la déclaration audacieuse de l'assassin, alors Akira dit simplement à Orom qu'il va mourir. Orom traite Akira de mort en sursis alors qu'il invoque son arme, mais Knight lui dit de se souvenir des ordres du seigneur démon. Ils sont censés conduire Akira au château du démon, mais Orom explique qu'il a reçu d'autres ordres. On lui a seulement demandé de ramener la princesse elfe vivante. Quant à l'assassin, il le considère comme un problème, et Orom a donc reçu l'ordre de simplement l'éliminer. Knight n'en croit pas ses oreilles, mais Orom en conclut que le seigneur démon a simplement changé d'avis. Akira se moque toutefois de tout cela et est prêt à se battre. Il attaque Orom, mais celui-ci ne bouge pas d'un pouce tout en bloquant ses coups. C'était une attaque très caractéristique d'un assassin, mais Orom lui dit que cela ne suffira pas. L'attaque d'Orom parvient à transpercer notre héros, mais Akira ne fait que commencer. Il lance une rafale de coups sur le démon, mais Orom ne peut que rire. Il bloque chaque coup comme si de rien n'était et félicite Akira pour s'être bien battu pour un humain. Il ne pensait pas qu'un humain pouvait tenir aussi longtemps contre un démon, et Orom lance une nouvelle attaque. Akira continue de riposter, mais en vain. Rien n'atteint Orom, qui se contente de riposter quand bon lui semble. Akira subit des dégâts importants, ce qui trouble Lia, car elle a placé une barrière protectrice autour de lui. Il ne devrait pas subir autant de dégâts, alors Knight révèle que la lance d'Orom est imprégnée d'une concentration élevée de mana. Sans la barrière de Lia, une seule égratignure de cette lance serait mortelle. Orom continue de narguer notre héros, car même s'il parvient à tenir le coup dans la bataille, il n'a toujours pas réussi à porter une seule attaque. Orom décide qu'il est temps de mettre fin au combat,
et Akira répond qu'il pensait la même chose. Knight est alors choqué lorsqu'Akira active sa magie de l'ombre. L'ombre d'Akira jaillit de lui, et Knight remarque qu'elle se rassemble autour des taches de sang d'Akira sur le sol. Akira passe alors au niveau supérieur en utilisant ses flaques de magie de l'ombre pour créer des bêtes de l'ombre. Orom est pris au dépourvu pour la première fois, et les bêtes d'Akira commencent à l'attaquer. Orom les repousse, mais elles sont trop nombreuses et l'une d'elles parvient à le mordre. Leurs attaques semblent interminables, et Akira les utilise comme diversion pour porter un coup direct avec ses lames. Orom est finalement celui qui subit les dégâts les plus importants et tombe à genoux. Amelia est émerveillée par notre héros, et même Knight n'arrive pas à croire qu'Akira soit en train de vaincre un démon de niveau 3. Cependant, Akira est à nouveau épuisé et il est horrifié lorsqu'Orom commence à jouer de sa flûte. La situation prend une tournure très dangereuse lorsque le son de sa flûte fait apparaître plusieurs monstres géants. Orom dit que malheureusement pour notre héros, les démons peuvent contrôler autant de monstres qu'ils le souhaitent, et qu'il est temps pour Akira de mourir. Chacun de ces monstres géants prépare sa propre attaque puissante, et Akira réalise à quel point il est en danger. Il ne peut pas réactiver sa magie de l'ombre si peu de temps après l'avoir utilisée, il n'a donc aucun moyen de se défendre. Il lui sera impossible de survivre à cette prochaine attaque, mais Lia montre qu'elle est vraiment utile. Elle utilise son pouvoir de barrière spirituelle inversée et parvient à protéger Akira juste avant que les monstres n'attaquent. La barrière bloque non seulement l'attaque, mais la renvoie également vers les bêtes et leur tranche la tête. Akira est alors soulagé de voir qu'Amelia peut à nouveau marcher, et tout cela grâce à lui qui a affaibli Orom. Orom n'a plus rien, mais il dit que ce n'est pas grave, car il s'est au moins amusé. Akira déclare que le combat est enfin terminé, et Orom lui demande de se dépêcher de mettre fin à sa vie. Les démons ne se rendent jamais, donc Akira doit l'éliminer maintenant, sinon Orom se remettra. Orom se demande si Akira est capable de prendre une vie, alors Akira lui dit simplement de se taire. Akira a du mal à faire ce qu'il doit faire, car même si Orom est un démon, il ressemble toujours à un humain. Akira pense que Mitre comprendrait et lui dirait qu'il suffit simplement de vaincre le démon. Akira n'arrive pas à s'y résoudre, et les choses empirent lorsqu'un cercle magique apparaît. Akira pensait qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour récupérer Amelia, mais maintenant, les choses lui échappent. Un démon nommé Maoro émerge du cercle magique, et Orom est ravi de voir que son chef est enfin arrivé. Tout le monde est terrifié par cet homme, car Amelia souligne qu'il est le second du seigneur démon. Maoro connaît étonnamment le nom complet d'Akira, et Akira se demande si laisser Orom en vie était vraiment le bon choix. Merci d'avoir regardé mon résumé.